honnêtement, tu sais, je veux dire, on le voit, là, ça s'en va pas en s'améliorant. Puis même si ça avait été Pierre Poilievre qui aurait été au pouvoir, c'est juste un autre politicien. Peut-être que ça aurait ralenti. Tu sais, le mieux qu'on peut faire au niveau de la politique, c'est ralentir l'inévitable. Ouais. Ça a l'air fataliste, mon affaire, là. Mais tu sais, je veux dire, prenez un livre d'histoire puis regardez l'histoire de la monnaie. Toutes les monnaies fiduciaires ont fini par s'écraser. C'est une question de temps. Évidemment, ce ne sera pas l'année prochaine ou peut-être même pas dans 10 ans. Ça peut prendre encore des dizaines d'années, mais c'est inévitable. Yes sir, what's up tout le monde? Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit au podcast, c'est nul autre que Gabriel Fortin, qui est l'animateur de la chaîne YouTube Joe Finance. Fait qu'un énorme merci à Gabriel d'être venu sur le WhatsApp Podcast. C'est un vulgarisateur de tout ce qui est les enjeux économiques. Puis on a eu vraiment du fun. Un gros merci. Puis, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, je veux dire encore une fois un énorme merci à nos commanditaires qui nous permet de continuer ce beau projet-là qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Si vous êtes en train de vous chercher une cafetière, vous êtes tanné, estimant d'acheter des cafetières qui arrêtent pas de péter, estimant qui a tout le temps besoin d'entretien, ben achetez-vous une cafetière Bellucci parce que ce sont d'excellentes machines à café. Puis si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café, ok man? Peu importe ce que vous cherchez, eux autres, ils l'ont, puis ils connaissent la patente. Fait que allez les voir à Varennes dans leur nouveau local. Eux autres, man, ils ont passé au feu l'année passée, puis là, ils sont revenus dans leur ancien local, man, tout rénové, tout est beau. Allez les voir, puis si vous voulez m'encourager, si vous aimez ce que je fais, ben c'est bien important de leur dire merci en consommant leurs produits. Fait qu'allez les voir dans leur magasin, ou si vous êtes trop loin, ben commandez-vous des petits produits sur leur site au procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci à nos commanditaires. Puis si vous voulez m'encourager sur une note plus personnelle, ben vous pouvez toujours vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Ça, en plus de tout écouter les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, ils sont tout le temps disponibles exclusivement pour nos membres Patreon. Ben c'est pas cher, c'est 3-4 piastres. C'est pas grand chose pour vous autres, puis pour moi ça fait toute la différence. Puis si vous avez aimé le podcast, on n'oublie pas d'en parler, hein? Parlez-en à votre entourage, likez la page, likez le compte YouTube, excusez, cliquez sur s'abonner, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié. Fait que sur ça, un énorme merci à nos commanditaires, encore une fois, les cafetières Bellucci et procafetière.ca. Et merci à mes membres Patreon, merci aux commanditaires, merci à Gabriel. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! What's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast. Aujourd'hui, un nouvel épisode. Très content de le recevoir. Ça a été un petit peu compliqué pour qu'on réussisse à se trouver un moment. Mais là, il est avec nous autres. Fait que Gabriel Fortin, qui est animateur de la chaîne YouTube Joe Finance, puis il écrit aussi sur le site internet Les Affaires. Dans le fond, c'est un vulgarisateur qui vulgarise un peu l'activité économique puis tout ce qui s'en rapproche un peu dans le monde. Fait que merci beaucoup, Gabriel, alias Joe, d'être au WhatsApp, man. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Puis je tiens à dire que je suis fan aussi de ce que tu fais sur YouTube. Donc, félicitations pour ton travail. Ben, t'es bien fin, man. Puis ça faisait une couple de fois que je recevais la demande pour que le monde, que je te reçois. Fait que, ben, il était temps que je me déniaise puis j'aille checker tes affaires sur YouTube. Ah ouais, donc je suis content d'entendre ça quand même, qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais qui t'écoutent aussi. Donc, c'est bien, là, ça démontre. Ben, t'as une belle ascension. Je sais pas si par rapport à ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, tu sais, ça prend énormément de place dans la sphère médiatique
médiatique, tu sais. Fait que je sais pas si le monde s'y intéresse un peu plus. Fait que ça fait en sorte de facto que le monde s'intéresse à qu'est-ce que toi, tu vas vulgariser, l'opinion que tu vas donner, l'analyse que tu vas faire, tu sais. Fait que je sais pas, t'as-tu remarqué qu'il y a justement plus de monde qui s'intéresse à ça? Ouais, effectivement, ces derniers temps, avec ce qui s'est passé, surtout avec la guerre tarifaire qui a été lancée par Donald Trump, c'est clair que j'ai vu que les gens s'intéressaient beaucoup plus. On sentait même une espèce d'anxiété parmi les Québécois, les Canadiens, peu importe, un peu partout à travers le monde, finalement, tous ceux qui étaient victimes des tarifs. Puis j'ai remarqué ça aussi, là, que les gens s'intéressaient plus à ces vidéos-là parce que j'essayais de vulgariser un peu ce qui se passait au niveau de la politique tarifaire commerciale des États-Unis, puis comment ça nous impactait. Puis donc, c'est clair qu'il y a eu un intérêt renouvelé pour ces vidéos-là spécifiquement. Ben oui. Puis c'est ça, j'encourage tout le monde à aller checker ta chaîne parce que, comme je te le disais avant qu'on enregistre, Chris, il y a une couple de vidéos que j'ai faites. Chris, je suis impressionné. C'est vraiment bon. Là, je les ai beaucoup aimés. Tu sais, c'est même pas genre juste pour te flatter dans le sens du poil. J'ai trouvé vraiment bon. Fait que bref, j'incite le monde à aller les écouter. Mais là, je veux parler avec toi de justement un rapport qui a été sorti il y a une couple de mois. Tu sais, je t'en ai parlé quand je t'ai fait mon invitation. C'est le rapport qui a été fait par Horizon Politique Canada. Dans le fond, c'est un rapport qui parle de la prospective de vie future de 2040, pour donner environ une petite description de c'est quoi pour le monde et qui ne savent pas c'est quoi, là, pour se familiariser un petit peu plus. C'est un scénario qui décrit le Canada de 2040 où la plupart des Canadiens vont se retrouver coincés dans leurs conditions socio-économiques de naissance, puis beaucoup seront confrontés à une possible mobilité descendante. Fait que c'est pas mal ça que ça dit, là. Oui, en fait, c'est ça, c'est un portrait plutôt sombre de où le pays s'en va. Puis à la lecture de ce rapport-là, on comprend que ça ressemble beaucoup à l'Europe d'aujourd'hui, hein. En Europe, là, la mobilité sociale, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas comme au Canada. C'est beaucoup plus difficile d'augmenter de classe sociale. Tu sais, on a l'espèce de vieille mobilité, puis comment dire, les diplômes qu'on a à l'école, ça vaut pas grand-chose. Donc, c'est un peu ça que le rapport, là, c'est un peu ce que j'ai vu à travers ce rapport-là. Puis, ça démontre aussi qu'on va avoir certaines difficultés, notamment du côté de l'immobilier. C'est le gros enjeu, là. Donc, les gens qui ont de la difficulté à atteindre la propriété, de plus en plus, on le voit, de notre génération, là, la propriété privée, c'est de plus en plus difficile. Puis, ce rapport-là dit essentiellement que ça va rempirer. Donc, c'est vraiment sombre comme rapport. Donc, je ne sais pas quel aspect du rapport tu veux qu'on discute en premier, là. Peut-être que celui qui va rejoindre les auditeurs le plus, c'est probablement l'immobilier parce que c'est l'enjeu central. On en parle un peu partout. Puis tout le monde se pose un peu la question, mais c'est... Mais je te coupe, excuse-moi, avant qu'on se lance là-dedans, là, on pourrait commencer par expliquer, parce que j'imagine il y en a bien qui ne savent pas ce que ça veut dire, dont moi-même, il a fallu que je fasse une recherche pour comprendre. C'est quoi de la mobilité sociale? Le concept de mobilité sociale, c'est que tu es en mesure d'améliorer ta situation puis d'être plus riche que tes parents. C'est un peu ça le concept, là. C'est de dire que si tes parents sont nés pauvres, ben toi, tu es capable parce que tu as de l'éducation, parce que tu trouves un emploi, d'améliorer ta condition sociale puis de dire que ton niveau de vie, ben, il est plus élevé que la génération d'avant. Mais là, le problème, c'est que ma génération, surtout celle qui suit, est dans une situation où ils n'auront pas un niveau de vie supérieur à celui de leurs parents. Donc, c'est vraiment problématique parce que, par exemple, l'exemple du Québec, là, donc le Québec, ça fait, mettons, 400 ans que ça existe, mais ça fait 400 ans que de génération en génération, on améliore nos conditions de vie. Hein? Donc, tu sais, mes parents, ils ont une meilleure condition de vie que mes grands-parents, puis mes grands-parents, ben, ils ont une meilleure condition de vie que leurs grands-parents. Puis moi, ben, présentement, là, ma condition de vie, j'essaie de l'améliorer le plus possible, mais ça devient de plus en plus difficile parce que tout coûte plus cher, parce que la mobilité sociale devient de plus en plus difficile. Par exemple, un diplôme universitaire du temps de mes parents ou de mes grands-parents, ça vaut plus la même chose aujourd'hui que ce que ça valait avant. Avant, tu avais un diplôme universitaire, tu étais éduqué, ben, tu avais beaucoup d'opportunités, tu avais le potentiel de gagner un bon salaire, etc., etc. Donc, c'est ça le concept de mobilité sociale. Puis c'est cette ascension dans l'échelle des niveaux de vie, là, de la mobilité sociale, finalement, qui est de plus en plus difficile, qui va devenir de plus en plus difficile. Puis c'est ce qu'essaie de mettre en relief, justement, ce rapport-là dont on parle présentement.
Parce que, tu sais, c'est ça, c'est dans le fond, tu sais, si tu étais, je sais pas, le fils d'un restaurateur, mais tu sais, tu n'étais pas conditionné à travailler dans le restaurant ton père, tu sais, tu pouvais juste aller faire des études, puis après ça, devenir, je sais pas, là, infirmier ou whatever quoi, là. Puis là, te sortir de ta condition. Mais là, c'est ça, c'est que de plus en plus, d'après ce rapport-là, ça va être de plus en plus difficile de te sortir de ça parce que dans le fond, tu vas être pris là-dedans, dans cette mobilité-là. Je veux dire, on est vraiment rendu pris à la base. Là. C'est rendu qu'on est pris, on a de la misère à s'acheter une maison. Puis après, comment vous voulez demander aux gens qui aient des enfants? Je veux dire, ils sont pris dans leurs appartements. Donc ça, c'est vraiment un gros frein, justement, à cette ascension sociale-là. Donc, la possibilité d'avoir une vie de base, là, une voiture, une maison, avoir un bon travail qui paye bien. Tout ça, c'est de plus en plus difficile. Les gens, pour boucher les fins de mois, il faut qu'il y ait un emploi à temps partiel. Ça, c'est de moins en moins rare. Là. Donc, puis, en tout cas, le rapport semble dire que ça s'en va pas en s'améliorant s'il n'y a rien qui change. Ah ouais, puis c'est important aussi de dire que c'est un rapport du gouvernement du Canada. Tu sais, c'est pas politique. C'est pas. Tu sais, c'est des fonctionnaires là, qui ont fait ça. Exactement. Autrement dit. C'est ça, tu le dis très bien. Ça a été fait par des fonctionnaires qui ont comme pour mandat de se projeter un peu dans l'avenir en fonction de la situation actuelle du pays. Oui, exact. Puis tu sais, c'est ça, tu en as parlé bien tout juste, tu sais, c'est ça, les diplômés universitaires, tu sais, ça n'égalera plus un bon emploi. Tu sais, ça n'aura plus la même signification, là, tu sais. Puis ça, on peut regarder ça comment, tu sais, comment que ça s'explique, ça? C'est toujours une fonction de l'offre et de la demande. Plus tu as d'offres, plus finalement le prix que tu vas obtenir pour les qualifications que tu as acquises à l'école vont être basses, là, finalement. Si tu as 10 000 ingénieurs au Québec et on en a besoin seulement de 2 000, c'est sûr que le salaire que va gagner chacun des ingénieurs va être plus bas. Donc, il y a cet enjeu-là aussi, puis il y a l'enjeu aussi de la demande simple. À un moment donné, il n'y en a plus de demande. Tu es ingénieur, tu es allé à l'école, tu as ton baccalauréat, puis tu n'es pas capable de te trouver de job. Fait qu'il y a ce concept-là. Est-ce que c'est causé par le fait que, je sais pas, l'accès aux études est de plus en plus facile? C'est essentiellement, au Québec, c'est gratuit. Donc, est-ce qu'il y a un aspect derrière tout ça? On n'a pas besoin non plus de produire des bacheliers dans différentes professions de façon constante et indéfinie. À un moment donné, le marché devient saturé. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui explique ça. C'est pas une question sur laquelle je me suis posé pendant des centaines d'heures, mais peut-être que c'est un élément qui pourrait expliquer ça, dans le sens qu'il y a trop d'offres, puis à un moment donné, la demande ne suit plus. Là. Donc, la valeur que tu peux soutirer de ce genre de qualification devient diminuer de plus en plus. C'est pas le cas, mettons, pour les médecins. Ils en manquent tout le temps. Donc, je pense pas que ça va les affecter. Oui, jamais ça va devenir saturé, là, ça, là, parce qu'il nous en faut, puis malheureusement, de la santé, elle va tout le temps dépérir, là, parce que ça va avec les choses de la vie. Là, mais on dirait que peut-être le gouvernement, il a pas eu, ou en tout cas, il a manqué un peu de vision là-dessus, de peut-être essayer de réaligner le monde dans les études. Comme, mettons, exemple, c'est pas une fatalité, là, mais on sait que ça s'en vient énormément. L'intelligence artificielle, peut-être aussi, ça peut parler aussi de ça, des jobs qui vont se perdre à cause de l'automatisation puis l'intelligence artificielle, mais les employés qui vont être les emplois qui vont être les plus recherchés, des ingénieurs en informatique, la cybersécurité, ça va être des emplois qui vont être énormément recherchés, là, des programmeurs. On le voit, là, moi j'en ai parlé un peu avec des grosses boîtes. Puis il me disait que ça, c'est un gros problème. C'est qu'à la seconde qu'il y a des bons programmeurs, ils décalissent tout de suite ailleurs, au Québec. Là, ils s'en vont tout de suite à l'international. Ils sont même approchés par d'autres firmes parce que ils en chient pas. Ils veulent aller en chercher le plus possible. Puis les meilleurs aussi. Là, non, c'est clair. Mais je pense pas non plus que ce soit nécessairement le rôle du gouvernement de faire du dirigisme pour forcer les universités à offrir certains programmes. Le marché a un rôle là-dedans. S'il y a une demande sur le marché, normalement, les universités devraient être assez intelligentes pour offrir
des formations dans ce qui est demandé sur un marché du travail. Par contre, je ne sais pas à quel point au Québec, ce lien-là se fait. T'sais. C'est sûr que si tu vas du côté des universités privées américaines, ben eux vont avoir cet incitatif-là pour pouvoir attirer justement de potentiels étudiants pour ensuite ils puissent se placer sur le marché du travail parce qu'ils vont avoir eu les compétences qui sont en demande. Donc, oui, ça, c'est sûr que c'est un élément important dans tout ça. Là. Je vais te parler tout à l'heure, avant que je te coupe, de l'accès à la propriété. Là, ça aussi, man, c'est épouvantable pour les générations qui s'en viennent. Là, dans le fond, un peu, je pense que la note, on va peut-être réussir à s'en sortir, mais c'est ça, ceux après nous autres, ben eux autres, ils vont quand même y goûter là, de qu'est-ce que ça s'en vient de plus en plus cher. Il y en a de moins en moins. Ça se bat, en tout cas jusqu'à date, en date d'aujourd'hui, 19 juin 2025. C'est ça. Il n'en construit pas assez. Ah non, ça là, c'est vraiment le mal qui affecte notre société présentement. C'est comme un non-sens dans la mesure où, dans la pyramide de Maslow des besoins, là, se loger, c'est comme en bas de la ligne. C'est le plus bas. Là. Puis se loger convenablement aussi. C'est bien beau là, construire des tours à condo de 450 pieds carrés, mais c'est pas de ça nécessairement que les gens ont besoin. Là, donc, puis là, tout le monde essaie de comprendre un peu c'est quoi l'enjeu dans tout ça, pourquoi c'est devenu si cher. C'est la faute à qui finalement? Fait que là, on va dire que c'est la faute aux propriétaires immobiliers, c'est des rapaces qui montent les loyers, puis c'est eux qui font que les logements sont inabordables. Mais pas vraiment, parce que justement, mettons du côté des loyers au Québec, c'est le contraire. Les loyers sont contrôlés. On contrôle le prix des loyers. Fait que c'est pas vrai que les propriétaires, peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. C'est sûr que des fois, on voit des manchettes, il y en a tout le temps qui abusent. Là. Mais c'est pas nécessairement ça l'enjeu. En fait, je pense que ça nuit à la construction immobilière le fait que les loyers soient gelés parce que on bloque le signal de prix. T'sais, on fait de la censure sur les prix. Donc, on n'envoie pas le signal aux constructeurs, aux entrepreneurs, que c'est rentable de construire des édifices à logement. Fait, bref, ça, c'est un élément. Là, on parle souvent de ça, le propriétaire immobilier, c'est tout le temps. Là, on essaie toujours de leur manger la laine sur le dos, mais finalement, je pense qu'on se nuit plus que d'autres choses en faisant ça. Mais il y a aussi toute la lourdeur administrative. Là. Maintenant, si on pense juste à Montréal, c'est épouvantable. J'ai reçu quelqu'un qui se présente à la mairie pour Montréal, là, qui s'en vient en novembre 2025. Pour ne pas le nommer Gilbert Thibodeau, là, je l'ai reçu sur le podcast. Puis, avec les recherches que j'avais faites, à Montréal, tout dépendamment du quartier, là, c'est environ de 14 à 22 mois pour obtenir un permis de construire. Là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, c'est sûr que tu vas créer une bulle, là, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le marché répondre à la demande. Oui, c'est clair que ça en prend certains règlements. On ne peut pas le laisser. Ah oui, il faut encadrer ça. Il faut encadrer ça. Ouais. Mais il faudrait absolument que ça se fasse de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus systématique. Là, ça n'a pas de sens. En plus, ça ajoute des coûts là, aux constructeurs, aux entrepreneurs. Puis tout ça, finalement, c'est nous qui le payons lorsqu'on achète des logements neufs. T'sais. Puis en attendant que ces logements-là se construisent, là, il y a la demande, puis il n'y a pas d'offre. Donc, ça crée des enjeux aussi. T'sais. Mais on a aussi mis la faute sur, mettons, les investisseurs étrangers. Donc là, ça a comme été réglé parce qu'ils ont comme passé une loi comme quoi, quand tu n'es pas citoyen canadien, tu ne peux pas acheter d'immobilier, etc. Ça a été un autre élément on a mis la faute un peu sur les investisseurs étrangers. À Vancouver, il y avait un gros problème de ça, je pense. Vancouver, les grandes villes, Vancouver, Toronto surtout, là. Un petit peu à Montréal aussi. Mais ça représentait peut-être 1% de la demande totale ou des ventes totales immobilières. Par contre, en immobilier, tu prends l'exemple de, par exemple, une maison sur ta rue qui se vend 800 000 $ alors que toi, tu pensais que la tienne valait 650. C'est sûr que ça fait monter les anticipations de prix de tout le monde dans la rue. Fait que oui, ça a un impact à la marge sur la valeur totale du parc immobilier. Donc, ça avait un certain impact. Puis il y a certains pays,
qui, justement, là, mettons, surtout les Chinois, là, on va les nommer, là, donc qui, eux, veulent protéger leur capital parce que, bon, en Chine, disons que la propriété privée, c'est pas là que c'est le plus fort. Là. Donc, le capital sortait de la Chine puis il s'en allait dans des endroits où il y avait ce concept de propriété privée, où ils pouvaient vraiment amener leur argent puis protéger finalement leur pouvoir d'achat. Donc, ils achetaient genre des condos puis ils les habitaient pas, là, ils étaient vides, là, puis ils restaient là parce qu'eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est protéger leur pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est clair. C'est un peu le même problème en Australie, dans d'autres pays qui sont comme limitrophes à la Chine puis qui ont des droits de propriété plus forts. Donc, ça, c'était vraiment un autre élément. Là, ça a été comme réglé par cette loi-là. Il y a la réglementation dont on a parlé. Ça, c'est un fiasco. Là. Tous les constructeurs vont vous dire que ça n'a pas de sens, que les demandes de permis, c'est ridicule. Les règlements de zonage, ça n'a pas de bon sens. L'urbanisme. L'urbanisme, oui, puis là, ça finit plus. Donc, là-dessus, il y a un grand chantier qui doit être fait, mais ça se fait de façon décentralisée dans la mesure que c'est chaque ville qui doit s'asseoir à la table et dire, bon, c'est quoi les règlements qu'on peut enlever? Là? Puis est-ce qu'il y a un réel incitatif pour les maires, les conseillers municipaux de faire ça? Je sais pas, honnêtement, là, peut-être dans les grandes villes, mais même à ça, ça n'a pas l'air à bouger fort, malgré la crise qu'on vit en ce moment. Donc, je sais pas si le candidat que tu as rencontré avait l'intention de faire le ménage là-dedans, là, mais il y a clairement un gros ménage qui doit être fait. Je te confirme que oui. Puis, après, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens se frappent à une machine administrative qui est, elle aussi, très, très lourde, puis qui rend les changements très difficiles. Donc, là, peut-être qu'au niveau d'une municipalité ou d'une ville, c'est plus flexible, là, mais quand plus on monte de palier, plus ça devient compliqué changer les choses. Donc, en tout cas, on se croise les doigts, là, mais moi, je compte pas là-dessus pour faire baisser les prix de l'immobilier, ça, c'est sûr. La force d'inertie des municipalités, des gouvernements, elle est tellement forte, là, et tellement réfractaire aux changements, les changements qui valent la peine d'être faits et qui ont des réelles conséquences. Que, en tout cas, je compte pas là-dessus. Puis après, on a beaucoup mis la faute aussi sur l'immigration. Parce que, les politiques d'immigration, au niveau fédéral, on l'a échappé là, au courant peut-être on va dire les 4 dernières années. Là. Ça a été fait de vraiment façon irresponsable pour tout le monde qui sont ici. Et nouveaux arrivants, y compris, là, parce qu'il y en a, on dirait, qui essayent de faire tourner ce débat-là, ça, c'est raciste, pas raciste. Non, c'est peu importe, t'es qui, tu viens de quelle origine, puis tu habites ici, tu vas être pénalisé par les politiques d'immigration massive qui se passent au Canada, là, tu sais. Mais on ne peut pas, par exemple, mettre la faute que sur ça. Puis justement, tu en parlais dans une vidéo, c'est ça, c'est l'immigration, un problème, je pense. C'était ça le titre ou de quoi de même. Puis tu l'expliques très bien là-dedans que oui, ça en a été la cause de ces politiques-là, mais par exemple, ce n'est pas que ça. Puis là, je vais te laisser la parole. Là, c'est ça, exactement. Tous les éléments dont on vient de parler, ils ont des impacts à la marge. Mais le réel problème de l'immobilier, c'est lié à la monnaie, finalement. C'est aussi simple que ça. C'est que c'est un problème d'inflation. Le gonflement de la masse monétaire, donc la quantité de monnaie qu'on a dans l'économie, ça arrête jamais, finalement. La Canada, dépréciation de la monnaie. C'est ça. Donc, plus on ajoute de monnaie dans l'économie, et plus chaque unité de monnaie perd de la valeur. Mais les actifs, eux, l'offre d'actifs, elle n'augmente pas aussi rapidement que l'offre de monnaie. Donc, ça fait que le prix de ces actifs-là, eux, vont augmenter à une demande constante. Donc, c'est pour ça que, si mettons, je l'ai fait la recherche, j'ai déjà publié des articles là-dessus dans les affaires. Là. Si vous regardez le rythme d'augmentation de la masse monétaire, puis le rythme d'augmentation des prix de l'immobilier dans des plus gros marchés de l'immobilier au Canada, genre exemple Toronto, la corrélation est quasiment parfaite. Là. Donc, l'immobilier s'ajuste quasiment parfaitement à l'augmentation de la masse monétaire. C'est à peu près autour de 7 à 8 % au Canada par année. Donc, ça, c'était avant qu'il y ait des politiques d'immigration fortes comme ça. Oui, effectivement. Ça, c'est un phénomène qui a commencé, c'est-à-dire que l'inflation, il en faut tout le temps, là, mais l'augmentation de l'immobilier par rapport
à l'inflation ou l'ajustement, autrement dit. Ça a commencé plus fortement à partir des années 2000, au tournant des années 2000, parce qu'on a vu un changement très important au niveau de la politique monétaire où le taux d'intérêt qui est fixé par la Banque du Canada était beaucoup plus bas que l'expansion de la masse monétaire. Nous, ce que j'appelle l'inflation, on va dire l'inflation réelle, parce que nous, là, l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation qui est publié à chaque mois. Là, on vous dit, OK, l'inflation est à 2,2, est à 2,3. On peut le critiquer, on peut la critiquer, cette mesure-là, parce qu'elle représente pas, elle représente une hausse de prix du panier de consommateur, mais elle représente pas ce que c'est l'inflation réelle. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. L'IPC, lui, il va mesurer les hausses de prix. Ça, c'est une conséquence de l'inflation. Bref, on est vraiment dans la technicalité. La technicalité, on définit les termes, mais c'est important. Ouais. Parce que là, ce que je disais justement, c'est ça. C'est que la Banque du Canada, elle nous a mis dans un régime de taux d'intérêt réel négatif. Donc ça, ce que ça fait, c'est qu'autrement dit, quand tu prends le taux d'intérêt de la Banque du Canada, mettons 2 l'inflation réelle qui est à 7-8 ben là, en fait, c'est comme si ça ne te coûtait rien d'emprunter. Donc, on incite les gens à toujours emprunter. Puis, la création monétaire, là, encore une fois, si tu m'arrêtes, là, si tu veux que je spécifie des choses, là, mais la création monétaire, elle passe par deux places. Elle passe par les banques privées, les banques commerciales. Parce que quand ils te font un prêt, là, disons que tu vas t'acheter une maison, ils te font un prêt, l'argent qu'ils te prêtent, là, elle a été créée de nulle part. Elle n'existait pas avant. OK? Puis évidemment, plus les taux d'intérêt sont bas, plus les taux d'intérêt réels sont bas, plus c'est facile pour toi d'emprunter parce que le loyer de l'argent, le prix que ça te coûte pour pouvoir emprunter, il est très, très faible. Autrement dit, si les taux d'intérêt sont à 2 ben, ça te coûte beaucoup moins cher que s'il était à 6-7 Ouais, tu dois moins d'argent en intérêt. Exactement. Donc, à partir des années 2000, on est tombé dans une espèce de régime où la Banque du Canada, par sa politique monétaire, a favorisé de façon extravagante l'accès au crédit. Okay? Donc, les banques privées ont créé beaucoup de crédits en accordant des prêts hypothécaires, entre autres. Ça augmente la masse monétaire et, bien sûr, ça a un impact aussi sur les prix de l'immobilier. Donc, c'est ce qui a causé justement cette espèce de augmentation exponentielle du côté des prix de l'immobilier, à mon sens, selon mes propres analyses. Évidemment, je m'appelle Joe Finance, je ne m'appelle pas Joe connaît tout, là. Donc, vous pouvez critiquer ce que je dis, mais moi, ça, c'est mon interprétation. C'est mon interprétation des choses. C'était pas Mark Carney qui était justement à la Banque du Canada dans ces années-là? Parce que je sais que pendant que Harper il était là. Oui, il a été là. Oui, il me semble qu'il a été là. Il a été là un petit bout. Là. Mais tu sais, il n'est pas. Je veux dire, c'est pas une critique contre Mark Carney. Non, je sais. Oui, ça aurait pu être lui ou un autre. Ça aurait été la même chose. Ça n'aurait rien changé. Le problème qu'on vit actuellement du côté de l'immobilier, c'est un problème de pouvoir d'achat. Notre monnaie a perd de la valeur continuellement parce qu'il y a une expansion continuelle de la masse monétaire. Puis, la crise, elle a explosé parce que ça s'est fait tranquillement. Là, à partir des années 2000, 2008, 2009, 2010, 2011. Les prix montaient, mais c'était pas... C'est correct. Là, ça monte, ouais, ça devient de plus en plus cher. Mais à partir de la pandémie... Oui, excuse, mais il faut garder aussi en tête la crise des subprimes en 2008 là, aussi, là, que peut-être... Ça, c'est surtout aux États-Unis. Là, donc, de notre côté, ça nous a moins affecté au Canada. On n'a pas eu de crise immobilière. Oui, on a eu des petites baisses de prix, mais ça il n'y a pas eu de rien de majeur. En fait, l'élément, le catalyseur qui est venu faire comme exploser à la hausse les prix, c'est vraiment lors de la pandémie. Hein. Parce que là, on a eu affaire, je vous ai parlé de l'inflation créée par les banques commerciales. Et là, on a eu affaire à une période où l'inflation a été créée carrément par notre banque centrale qui, littéralement, a imprimé de l'argent scriptural numérique là, pour soutenir les dépenses du gouvernement. Puis ça a eu un gros impact parce qu'on a augmenté la masse monétaire de façon très importante. Puis cet argent-là, elle s'est retrouvée dans les poches des gens, là, pas juste ça n'a pas juste affecté le prix des actifs comme l'immobilier. Fait qu'en résumé, on a trop imprimé d'argent
on a trop donné d'argent. C'est-tu, dans le fond, avec la COVID, tu sais, où ils ont donné, genre, je sais pas, 800 Ben oui. milliards à tout le monde? Ouais, non, c'est ça. C'était comme un déficit de 365 milliards ou je ne sais quoi, là. C'était Ouais, complètement c'est ça. ahurissant. C'est ça, Oui, tu sais, ça dans a le eu fond, un la impact. PCU, là, tu sais, là, qui donnait... Ouais. Mais ça, la PCU, ça a affecté beaucoup les prix de l'IPC, les biens à la consommation. Tu sais, ce que tu achètes quand tu vas à l'épicerie, ce que le tu pouvoir achètes quand d'achat. tu vas. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, acheter une maison, ça fait partie aussi de ton pouvoir d'achat. Tu sais, simplement pour te démontrer, là, en 2006, selon les calculs que j'ai faits, en 2006, la maison moyenne au Canada coûtait 3 fois le revenu médian familial. Okay? Fait qu'on fait un exemple simple là, pour que vous compreniez. Mettons que le revenu médian familial, c'était 50 000. Ça, c'est des chiffres fictifs, là, mais mettons que c'était 50 000 par année. Donc, une famille, là, ça gagnait de façon médiane 50 000 par année. Mais le prix d'une maison moyenne, c'était 150 000. Okay? En 2021, ça, c'était les chiffres les plus récents que j'avais, le coût moyen d'une maison au Canada s'était passé à 7 fois le revenu d'une famille médiane. Fait que 350 000, là, genre. Ben là, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. que si votre revenu médian il a augmenté là, de 2006 à 2021, mettons qu'il est passé de 50 000 à 100 000, ben, la Ok, maison ouais. moyenne Fait à coûtait 700, ouais. 700 000. Ouais. Donc, tu sais, souvent on entend, ah oui, mais dans mon temps, là, tu sais, mettons, vous, nos parents ou nos Ouais. grands-parents, peu importe, dans mon temps, les taux d'intérêt, c'était, je sais pas, 15 peu importe. Ouais, 20 je pense même. Oui, mais peut-être, mais le prix d'une maison moyenne par rapport au revenu médian, c'était beaucoup plus bas, là. Fait que 7 fois le revenu d'une famille moyenne. Ouais, c'est ça. Il faut tout mettre en contexte et en perspective. C'est ça, c'est rendu impossible. Là, se loger, qui est un besoin de primaire de base, de plus en plus de familles ont de la misère à l'atteindre, finalement. Donc oui, là, tu parlais de la COVID. C'est clair que la COVID, ça a tout fait péter, là. Parce que là, littéralement, la Banque du Canada, qui n'avait jamais fait ça d'ailleurs, hein, donc ça n'a jamais été dans les politiques de la Banque du Canada, contrairement à ce qui s'est fait aux États-Unis, justement dans la crise des subprimes dont tu parlais, la Banque du Canada s'était jamais mis à imprimer de l'argent là, pour soutenir le gouvernement. Donc là, on a monétisé la dette qu'on appelle, c'est-à-dire que on était dans une crise, le gouvernement avait tout fermé, les gens ne pouvaient pas travailler, et là, il fallait soutenir l'économie. C'est comme si on pouvait soutenir l'économie en imprimant des billets de banque puis qu'il n'allait pas avoir de conséquences derrière ça. Ben Donc ouais. là, le gouvernement, lui, ben, il a émis de la dette. Hein, c'est comme ça que le gouvernement se finance. Pour se financer, il émet de la dette sur le marché. Normalement, il y a une demande nationale. Bon, ça peut être toi ou moi qui achète cette dette-là. Ça peut être les institutions financières canadiennes. Excuse-moi, est-ce que c'est ça, les bons du Trésor? Exactement. Les bons du Trésor, ça, c'est à court terme. Les obligations à plus long terme. Donc, c'est ça. C'est de la dette. Donc, le gouvernement fédéral émet de la dette. Puis, bon, soit est acheté ici. Des fois, ça peut être aussi acheté à l'étranger. Mais là, il en a tellement émis parce qu'il y avait tellement besoin d'argent pour soutenir l'économie que c'est impossible que le marché réponde à ces demandes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben là, ils ont dit à la Banque du Canada, ils ont, de façon, je ne sais pas comment ils se communiquent entre eux, mais probablement qu'ils se sont fait une réunion puis ils se sont dit comment est-ce qu'on allait arranger notre affaire. Puis, ils ont dit à la Banque du Canada, ben là, il faut que tu nous aides. Donc, la Banque du Canada, qu'est-ce qu'elle a fait pour acheter la dette afin de financer le gouvernement? Elle a créé de la monnaie, elle a imprimé de l'argent. Évidemment, on n'est plus à l'époque où on imprime des billets, là. Donc, c'est de la monnaie scripturale, de la monnaie numérique. Donc, finalement, on ajoute des chiffres là, sur le fichier Excel de la Banque du Canada pour acheter les obligations. Et là, ça permettait au gouvernement de se financer. Donc, on a créé finalement des milliards de dollars, 400 milliards à peu près, là, de dollars venus de nulle part. Mais ça fait que l'argent vaut moins quelque chose, vu qu'il y en a plus. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est comme maintenant, c'est la même affaire qu'on va dire les cartes d'hockey, là. Tu sais, si j'ai une carte d'hockey signée de Patrice Roy, Patrick Roy, il vient de mourir, il y en a un qu'une de même, tout le monde la veut. Exact. Si j'en ai deux, ben là, tu fais comme, OK, elle vaut moins que celle-là, l'autre, mais tu sais, si t'en as 1000 de même, elle vaut moins. C'est exactement le même concept. C'est-à-dire que plus que tu as d'offres, ben, plus que le prix va baisser. C'est certain. Puis c'est vrai pour les unités monétaires qu'on a de façon numérique lorsqu'on va sur Desjardins ou en papier dans notre portefeuille.
Donc ça, là, ça a été vraiment un phénomène important parce que c'est là qu'on a vu l'impact dans l'IPC, là, ce que normalement on appelle de façon conventionnelle l'inflation. Donc la mesure des prix à la consommation, on l'a vu parce que c'est certain que ça allait arriver. Vous imprimez de l'argent pour ensuite envoyer des chèques aux gens. Mais les gens, ils font quoi avec cet argent-là? Ben, ils vont à l'épicerie. Ils payent leurs dépenses avec ça. Ils le remettent dans l'économie. Ben, ils le remettent dans l'économie. Ils le mettent justement dans le panier de consommation. C'est pour ça qu'on a vu un impact important du côté de l'inflation au pays. C'est directement lié. Il n'y a pas d'autre explication que ça. C'est la seule. Donc, c'est ça qui a expliqué la hausse fulgurante des prix dans l'économie qui se poursuivait jusqu'à tout récemment. Donc là, l'inflation s'est stabilisée. La Banque du Canada a fait un travail de resserrement monétaire qu'on appelle à relever les taux d'intérêt. Puis il y en a qui ont vécu ça très difficilement là, parce que quand tu as une hypothèque à taux variable puis que les taux passent de 1,5 à, on va dire, 6 ou 7 mettons que ton paiement, c'est plus le même. Là. Donc, il y en a évidemment qui ont rushé là, pendant un certain temps. Ouais. Là, on est redescendu à des niveaux beaucoup plus normal. Mais c'est plate parce que, tu sais, c'est comme si le monde... Des fois, il y en a que dans la façon de... Il manque un peu de vision, tu sais, de comme, hey, en ce moment, c'est 1% de ça. Ouais, mais au fond, tu renouves, tu sais, puis ça va changer, là, tu sais. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui te le dit ou qui te l'explique bien, tu peux penser être capable de te payer une maison à 700 000 aujourd'hui, mais dans 5 ans, si les taux remontent un peu, ça se peut que tu ne seras pas capable de payer ça, tu sais, si c'est rendu avec 5% de plus ou de quoi de oui, puis à ce moment-là, il fallait que tu aies la clairvoyance. Exact, c'est de ça. Fixer ton taux d'intérêt pour 5 ans. Ils ne pouvaient pas aller plus bas, c'était impossible. Ils pouvaient juste aller plus haut. Tu sais, on était sur du fixe à 1,7, 1,8% en 2020, début 2021. Donc, si tu étais le moindrement informé par rapport à la politique monétaire, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, là, puis évidemment, je blâme personne qui ont fait une mauvaise décision, ça arrive. Là. Mais tu sais, si tu étais un peu allumé, c'est ça que tu faisais. Là. Tu fixais ton taux pendant 5 ans, puis tu espérais que dans 5 ans, ben, le taux soit à peu près où à peu près où il était quand tu as pris ton hypothèque. Là. Ton engagement. Là, ouais. Ben ouais, c'est ça, ton engagement, exactement. C'est juste pour te montrer un peu l'impact de la perte de valeur de notre monnaie. Ça, c'est vraiment sournois, hein, parce qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte. Là. Officiellement, ils disent que l'inflation est de 2%. Bon, parfait. Ça veut dire que si, mettons, tu as 100 $, ben, après 36 ans, ben, ton 100 $, il en vaut 50 à 2%. OK? Par contre, si moi, je te dis que la vraie inflation, c'est l'expansion de la masse monétaire, puis que ça augmente d'à peu près 8% par année. On fait un chiffre rond, mettons 10, ça va être plus facile pour moi de le calculer. Ben là, ton 100 $, il va valoir 50 $ seulement après 7 ans. Donc, c'est hallucinant. Donc, ceux qui pensent que je vais épargner pour que dans 5 ans, dans 6 ans, je puisse m'acheter une maison. Le problème, c'est que si tu fais juste épargner, ton argent, elle vaudra plus rien. Puis ta maison, tu ne seras pas capable de l'acheter. Donc, voyez-vous, on parle de mobilité sociale, on est pris là. On est pris là-dedans. Là. Oh, ouais. Ben, c'est ça, j'avais un gars, man. Lui, en tout cas, ça, je l'ai reçu sur mon podcast, puis il me parlait de l'ex-Yougoslavie, tu sais, où ce qui est arrivé, la grosse guerre civile. Ouais, je l'avais écouté, ce podcast-là, c'était excellent. Excellent, avec Philippe Novakovic, là, si je me souviens bien de son nom, puis il me parlait justement de l'importance de ça, de l'économie, parce que les autres, c'est ça qui est arrivé, c'est l'économie s'est effondrée. C'est bien beau en avoir physiquement, là, de l'argent, des 100 pièces, de tout ça, mais ça vaut rien. Ça vaut rien, ça vaut pas 100 pièces. Il n'y a pas personne qui est prêt à donner mettons, l'équivalent de 100 pièces d'or. Ben, elle vaut fuck all ton affaire, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça que des fois, le monde, il ne catch pas, ou mettons, il faut leur rappeler, puis je m'inclus là-dedans aussi, là, tu sais, c'est que l'argent que tu as est en conséquence de qu'est-ce que la valeur de cet argent-là vaut à l'international ou par rapport à le dollar américain ou l'euro ou whatever. C'est ça, tu sais, je veux dire, la monnaie fiduciaire, c'est basé sur la croyance que ça vaut quelque chose. C'est un consensus social plus ou moins coercé, dans le sens où
le Canada qui émet la monnaie canadienne, ben, on est comme un peu obligé de l'utiliser parce qu'il s'est octroyé un monopole. T'sais. Il dit, ben moi, il faut que tu me payes des impôts, il faut que tu me payes des taxes, puis je veux juste que tu m'y payes en dollars canadiens. Donc, on est comme forcé d'utiliser le dollar canadien. Puis, ça lui permet d'avoir ce privilège exorbitant-là de pouvoir tout le temps nous diluer notre épargne, notre pouvoir d'achat. Parce que, tu sais, une monnaie, ultimement, ce à quoi ça sert, c'est un réservoir de valeur qui nous permet de conserver notre pouvoir d'achat dans le temps, puis de le transporter dans l'espace. Donc, tu sais, moi, je travaille, tu me donnes 10 piastres, ben, dans 3 jours, je vais aller au magasin, puis je vais m'acheter quelque chose. Donc, tu sais, je suis capable de conserver la valeur que j'ai créée en travaillant, puis de la réutiliser plus tard pour la dépenser dans quelque chose d'autre. Mais le problème, c'est qu'on a des monnaies qui ne nous permettent pas de faire ça. Oui, à court terme, c'est excellent pour faire des échanges, etc. Mais si moi, je veux épargner, okay, pour mon futur, je ne peux pas épargner. Les épargnants, c'est des perdants. Donc là, il faut que tu tombes dans une espèce de course à la montre où le soir, je deviens un boursicoteur pour essayer d'investir, pour pas que je perde mon pouvoir d'achat parce que j'ai des projets sur le plus long terme. Puis l'autre problème que ça crée, c'est que ça nous fait tomber dans des sociétés d'hyperconsommation parce que compte tenu que notre monnaie perd constamment de sa valeur, ben, l'incitatif qu'on a, c'est de la dépenser le plus rapidement possible. Évidemment, on n'est pas dans un régime d'hyperinflation où d'heure en heure, notre monnaie perd de la valeur. Il ne faut pas me mésinterpréter là-dessus. Là. Mais c'est ça qui avait peur, excuse de te couper, mais c'est ça qui avait peur, je pense, durant la pandémie, que l'activité économique, il y ait un gros ralentissement. C'est pour ça qu'ils avaient descendu les taux aussi bas que ça. Je pense que c'était ça. Hein? Oui, parce qu'eux, ils voulaient comme soutenir l'activité économique. Là. Ouais. Même que le directeur de la Banque du Canada, qui est toujours là, Tiff McLean, m'avait dit c'est le moment de dépenser, allez-y. Si vous voulez faire des gros achats, allez-y, les taux d'intérêt sont bas, ils vont rester bas longtemps. 2-3 ans plus tard, les taux d'intérêt ont monté au plafond parce qu'il s'est rendu compte que, justement, compte tenu de la politique monétaire qui était trop lousse, qui était trop flexible, trop accommodante, ben là, les gens se sont mis à emprunter pour s'acheter des maisons. C'était la folie furieuse là, dans la pandémie, rappelez-vous, tout le monde s'achetait des maisons, c'était l'enfer. Ben ça participe justement à l'augmentation de la masse monétaire quand les taux d'intérêt sont hyper bas. Puis en plus, ben là, ils ont envoyé de l'argent à tout le monde. Fait que, voilà, c'est un peu la conséquence de tout ça. Moi, je t'écoute parler, puis je me dis, mettons, comment réparer ces erreurs-là? Est-ce que c'est, mettons, en essayant d'inciter du monde à amener de leur argent, genre exemple, mettons, un Européen, une entreprise européenne, d'investir au Canada ou peut-être un mix de tout ça avec, je ne sais pas, en détruisant de l'argent canadien. Mettons, s'ils en ont, ils ont grossi la masse monétaire, est-ce qu'ils peuvent la réduire aussi, comme maintenant, je ne sais pas, en détruisant de l'argent? Ben oui, l'argent, elle se détruit constamment. Quand tu as un prêt immobilier puis tu finis de le payer, ben le prêt est terminé, donc essentiellement, tu as détruit la valeur de ton prêt en argent. Mais c'est juste que notre système économique est basé sur une augmentation constante et continue de la masse monétaire. C'est impossible qu'on puisse, dans le système dans lequel on vit, renverser ce phénomène-là. Parce que le plus gros emprunteur, c'est qui? C'est le gouvernement. Ouais. Puis le système politique crée des incitatifs qui amènent nos politiciens à toujours créer plus de dettes parce que pour se faire élire, il faut qu'ils promettent à Pierre, à Jean, à Jacques toujours quelque chose. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que la solution au problème du pouvoir d'achat, elle est politique. Elle n'est pas politique. Peu importe le parti qui va être au pouvoir, les libéraux, les conservateurs, peu importe, c'est au niveau fédéral, parce que c'est là que l'argent, la Banque centrale se situe puis que les plus grosses dépenses se font, mais peu importe qui va être au pouvoir, ce problème-là ne sera pas réglé au niveau politique. C'est un problème monétaire. Voilà. Donc, il faut avoir un peu la clairvoyance d'épargner là où on pense que la monnaie garde plus longtemps son pouvoir d'achat. Tu sais, je vais te donner juste un exemple pour que tu comprennes à quel point notre dollar canadien
finalement, perd sa valeur de façon ahurissante. Ouais, vas-y. Puis ça va relier un peu à ce qu'on disait sur l'immobilier. Genre, j'ai regardé, là, j'ai trouvé des petites découpes de journaux là, qui datent des années 1958. Bungalow à vendre à Boucherville. OK? De 12 000 à 20 000 OK? Aujourd'hui, la même maison, elle vaut 800 000 en moyenne. J'ai regardé sur Centris, là, Boucherville, ça tournait entre 800 000 pour les gens de bungalow, comme j'avais vu dans le journal. 800 000, 900, mettons, mais 1 million au maximum. Avec 12 000 en 1958, on était sur un régime d'étalons or à ce moment-là. Hein. Donc, la monnaie, là, sur le top de la base monétaire, là, c'était l'or. Donc, les billets qu'on émettait, là, donc la monnaie de réserve, c'était évidemment le dollar américain. Donc, toutes les autres monnaies étaient adossées au dollar américain. Donc, il y avait des taux de change fixes. Puis, le dollar américain, lui, était adossé à l'or. Donc, on disait, parfait, donc on a tant d'or, chaque once d'or vaut tant. Donc, ça limitait d'une certaine façon la quantité de dollars qui pouvait être créée dans l'économie. Okay? Donc, en 1958, une once d'or, ça valait, je l'ai ici, là, 35,10 US. Puis, le dollar canadien était essentiellement à 1 pour 1. Là. Donc, le taux de change était fixé à 1 pour 1. Donc, avec 12 000 tu avais à peu près 342 onces d'or. OK? Donc, en 2025, l'once d'or, j'ai regardé récemment, la dernière fois que j'ai regardé, elle valait 4 600 $. Donc, si là, la personne, en 1958, au lieu d'acheter sa maison à 12 000 elle a transféré son 12 000 puis elle s'est acheté 342 onces d'or. Aujourd'hui, son 342 onces d'or vaudrait 1,5 million. Ah, tabarnak. Fait que c'est ça que tu veux dire, tu sais, par la dépréciation Exactement. de Il y la valeur. a deux phénomènes là-dedans. Ouais, c'est qu'est-ce qui vaut le plus, tu sais, le dollar canadien ou l'or ou le dollar américain? Mais c'est ça, l'or, ça reste encore aujourd'hui, tu sais, la valeur refuge. L'or a été l'or est encore monétisé, mais c'est-à-dire qu'elle a été sortie du système fiduciaire dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à l'émission de dollars, alors que jusqu'en 1971, là, ça, c'est la date à laquelle les États-Unis sont débarqués de l'étalon or, il y en avait une. Puis, tu sais, ça expose deux choses. Ça expose d'une part que l'immobilier, même si l'immobilier, c'est une bonne facette, c'est un bon compte d'épargne. Hein. Tu sais, au Canada, l'immobilier, c'est un compte d'épargne. Les gens, ils achètent plus juste des maisons pour habiter dedans. Ils achètent des maisons parce que ça leur permet de conserver leur pouvoir d'achat dans le temps. Mm-hmm. C'est aussi ça là, qui fait que les prix sont élevés. L'immobilier, elle a été monétisée au Canada. Ouais, je comprends. Normalement, l'immobilier, ça devrait être utilisé seulement pour sa valeur d'usage. Tu sais, une maison, c'est fait pour quoi? C'est fait pour habiter dedans, avoir un toit sur la tête, élever sa famille, etc. Mais non, c'est plus ça. Là. La maison, c'est OK, la maison, c'est mon compte épargne, puis c'est ma retraite. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que c'est monétisé. Donc, je m'en allais où avec ça? Ben oui, voilà. Donc, ça explique que même si l'immobilier, c'est un bon compte épargne, ça aide à préserver notre pouvoir d'achat dans le temps, c'est pas parfait. Parce que, comme je t'ai dit, 342 onces d'or, aujourd'hui, c'est 1,5 million, alors que la maison moyenne à Boucherville, c'est 800, 900, 1 million. Ça expose aussi que le dollar canadien a perdu beaucoup de valeur par rapport au dollar américain. Ça, c'est un autre phénomène qui fait que si on était resté en or, on aurait pu conserver notre pouvoir d'achat. Bref, c'était simplement pour vous exposer que finalement, on se fait avoir. Là, notre monnaie perd de la valeur d'année en année, puis ça ne s'arrêtera jamais. Le dollar canadien, le dollar américain, depuis les débuts des années 1900, a perdu 97-98% de sa valeur. Mais tu sais, moi, ma tante, là, je suis, on me donne tous les pouvoirs, là, puis là, je viens de voir que je te dis, trouve-moi une façon aussi de rehausser le dollar ou d'arrêter la dépréciation du dollar canadien. Tu sais, comment tu t'y prendrais? Est-ce que c'est possible? Oui, on crée un nouveau système monétaire basé, là, je vais ouvrir une boîte de Pandore, là, je te parle de l'or depuis tantôt, là, mais probablement basé sur Bitcoin. Ben, mon chum aussi, c'est ça qu'il me disait, là, le vrai Bitcoin, là, pas de la Non, pas la crypto, rien à voir. Je te parle de Bitcoin. Probablement que ce serait ça la solution. Puis, ça n'a même pas besoin de venir de façon centralisée, ça n'a pas besoin d'être une décision centralisée. Pendant longtemps, là, la monnaie, c'était dans la sphère privée. Hein. Il n'y avait pas de dollar canadien. Oui, il y avait les billes du Dominion qu'on appelait. Là. Donc, c'est seulement à partir de 1935 au Canada qu'on a dit
ben, il y a une monnaie, puis c'est le dollar canadien. Avant, là, les banques privées pouvaient émettre leur propre monnaie. Donc, les gens, les citoyens, les agents économiques pouvaient choisir la monnaie qu'ils jugeaient la meilleure. Hein? Donc, si tu veux préserver ton pouvoir d'achat, ben, tu vas aller acheter des billets de la Banque de Montréal ou tu vas conserver ton argent, ton pouvoir d'achat dans l'or, peu importe, il y avait le choix. Donc, probablement que même si aujourd'hui tu me mets dans la position de dire, OK, ben, relève, assure-toi que les gens vont pouvoir conserver leur pouvoir d'achat, je te dirais, parfait, j'abolis la Banque centrale, j'abolis le monopole du dollar canadien, puis je laisse les gens utiliser la monnaie qu'ils veulent, autrement dit. Probablement que ce serait la solution que je ferais, comme ça, ce serait le marché public qui déciderait ben, c'est quelle la meilleure monnaie présentement, c'est quel le meilleur réservoir de valeur. Donc, à mon sens, il y aurait deux choix. Là. Il y aurait l'or ou il y aurait Bitcoin qui, de plus en plus, est adopté pour ça. Parce que, puis, on n'a pas la même, évidemment, on n'a pas la même historique. L'or, ça existe depuis 5000 ans, là, donc l'or n'a pas besoin de faire ses preuves. L'or, c'est rare. Il y a une preuve de travail pour la produire. Tu ne peux pas en créer comme par magie, comme des billets des dollars canadiens ou des dollars américains. Là. Si tu veux de l'or, il faut que tu creuses un trou, puis il faut que tu trouves. Il faut que tu sortes, il faut que tu raffines. Oui, ça augmente à chaque année. Il y a une inflation du côté de l'or aussi, parce que la quantité d'or qui existe dans le monde, à chaque année, elle augmente. Hein? Il y a des mines qui existent, ça augmente l'or, mais c'est à peu près de 1 à 2 %. Mais c'est un peu moins arbitraire que de la... C'est à chaque année, c'est exactement, c'est pas arbitraire, c'est quasiment programmé. En fait, dans le cas de Bitcoin, ça l'est programmé. On dit souvent que c'est un or numérique, là, parce qu'il y a comme les propriétés de l'or, mais en plus, il est plus facilement portable, donc portatif. C'est-à-dire que l'or, c'est bien beau, là, mais mettons que tu veux aller faire un paiement, puis tu as 10 lingots d'or, ça pèse 150 livres. Ouais, c'est pas facile à faire. C'est physique, c'est très exactement, long. C'est physique. Donc, Bitcoin, ben, c'est numérique. Hein? Donc, c'est une monnaie pure, finalement. Donc, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ça, qui s'est dit comment je pourrais créer une monnaie pure qu'on ne peut pas facilement répliquer. Personne n'est capable de répliquer. De façon numérique, ça n'avait jamais été fait. Puis là, cette monnaie-là est inventée. Puis depuis 2008-2009, ben, à date, ça fonctionne. Puis la courbe d'adoption augmente. Puis les gens croient de plus en plus en Bitcoin comme un réservoir de valeur solide qui permet de conserver puis même d'augmenter son pouvoir d'achat dans le temps. Bref, tu as ouvert une boîte de Pandore, donc j'ai ouvert cette porte-là, je suis rentré à grands coups de pied. Là. Mais c'est probablement ce que je ferais. Là. Mais je pense que je vais aller calisser 1000$ dans le Bitcoin à la fin du podcast. Rien que pour faire ça, au pire, j'aurais perdu 1000$. Mais tu sais, si dans 20 ans, c'était ce 1000$-là, parce que mon chum, c'est qui me dit, tu sais, si t'avais mis, genre, je sais pas, 1000$, v'là 10 ans, ben, tu sais, ça valerait genre comme des millions, là, tu sais, aujourd'hui. Oui. C'est toujours facile à rebours de dire, avec le en recul, rétrospective, de dire, ouais, ben, tu sais, j'aurais dû acheter Apple en 1982. C'est ça. Mais je pense que, quand même, la courbe d'adoption est là. Je pense que, Bitcoin fait de plus en plus ses preuves, est adopté de plus en plus par... On voit, là, depuis 2023, il a fait son entrée dans le monde financier traditionnel, donc qui l'ont adopté de plus en plus. On a vu aussi certains pays commencer à établir des réserves stratégiques de Bitcoin. Donc, bref. Plusieurs gouvernements, qui en ont acheté. Exactement. Donc, évidemment, c'est pas ce que je fais présentement, c'est pas c'est pas pour vous appeler à investir là-dedans. C'est pas une recommandation. Évidemment, faites vos propres lectures. Mais à mon sens, présentement, au moment où on se parle, ça me semble être la meilleure monnaie dans laquelle on peut conserver notre pouvoir d'achat. Mais c'est ça. Là. Puis là, si on en revient avec le rapport là, d'Horizon 2040, là, parce que c'est ça, on a parlé des diplômés universitaires, tu sais. On a parlé aussi de l'accès à la propriété. Puis j'aimerais aussi qu'on parle des aspirations des jeunes, qui devient, c'est sûr, comme contradictoire avec la réalité économique qui vivent dedans. Autrement dit, c'est ça, difficile d'avoir accès à un bon emploi
l'avenir qui s'annonce de moins en moins bien, qui vont avoir besoin de plus en plus de leurs parents. Ça, c'est le patrimoine de leurs parents pour pouvoir se sortir de leur situation socio-économique. Là, puis, quoi d'autre aussi? C'est ça, c'est triste, là, mais juste pour donner un exemple, c'est ça, c'est comme, maintenant il va falloir que les jeunes, maintenant vont pouvoir se sortir de leur situation avec l'héritage plutôt qu'avec en améliorant ta vie avec tes efforts puis ton travail. Là, oui, puis ça, c'est un autre problème parce qu'ils ne pourront pas à 100% dépendre là-dessus. La raison est que l'héritage, c'est imposé au Canada. Là. Donc, quand quelqu'un décède, là, il est imposé comme s'il avait liquidé tous ses actifs. Donc, c'est un problème aussi là, pour les jeunes qui pensent que mon père, il y a une maison, il y a un chalet, le chalet vaut, je sais pas, vaut 2 millions parce qu'il est sur le bord d'un lac, puis moi, je vais hériter de ça. Attention, là, la maison principale, évidemment, il n'y a pas d'impôt, donc il y a une exemption là-dessus. Par contre, pour tout le reste, ça va être imposé. Évidemment, il y a les CELI, encore une fois, qui ne le sont pas, là, mais pour tout le reste, ça va être imposé. Donc, il va quand même avoir des obstacles, des embûches sur la route pour ceux qui pensent justement pouvoir hériter puis se sortir un peu du trou pour ça, parce que quand le gouvernement il mange sa part du gâteau, là, des fois, il reste pas grand-chose. Il en reste moins que ce qu'on pensait. Là. D'ailleurs, j'ai vu récemment... Ils ont rajouté des... tu sais, comme depuis, je pense, l'été passé, l'été dernier, ils ont rajouté aussi de quoi... je pense à partir de 250 000, le pourcentage est plus élevé. Ça a été présenté par Justin Trudeau puis Chrystia Freeland. Donc, c'est le gain en capital qui est imposé à 60%, si je me rappelle bien, à partir de 250 000. Donc, quand tu dépassais la limite de 250 000, ben là, au lieu d'être imposé sur finalement la moitié du gain imposable, ben là, tu es imposé sur 60%. Puis ils nous ont vendu ça comme c'était, ils nous ont vendu ça comme c'était on va taxer les riches puis tout ça, mais c'est encore la classe moyenne là, qui se retrouve avec ça. Parce que les valeurs de maison ont tellement augmenté. Tu veux, maintenant pouvoir aider ta progéniture sacrament, mais non, man, t'as tout compris. Ça, c'est une autre affaire, là. Tu sais, la chasse aux riches, là. Mangeons les riches, là. On voit ça des fois. J'étais écœuré, tu sais, Le truc, c'est que c'est toujours, comment dire, c'est l'appât. On va vous appâter avec ça. On va dire, ben oui, ça va, écoute, ça va juste toucher les 1%. Ben oui. Quand ils ont instauré l'impôt sur le revenu au Canada, c'était autour de la Première Guerre mondiale, je pense que c'est 1917. Ils ont dit, ça va juste être les riches, inquiétez-vous pas. On impose juste les riches fortunes. Qui paye l'impôt sur le revenu aujourd'hui? Tout le monde. Puis il y a une autre affaire, c'est qu'ils vont, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils imposent une mesure, comme un peu la hausse du gain, la hausse du gain sur la hausse de l'impôt sur le gain en capital, pardon. Donc, ils imposent un threshold qu'on appelle, donc une limite. Là, ils vont dire c'est juste en haut de 250 000. Hey, 250 000, c'est pour les riches. Mais là, tout ce que je vous parle depuis le début, l'inflation, là, ça fait que 250 000 dans 10 ans, là, ce ne sera plus grand-chose. Retournez en arrière, puis mettez-vous là, justement des maisons qui se vendent à 700 000 000. C'était inimaginable là, au début des années 2000 de penser que les maisons pouvaient se vendre à ce prix-là. Ben oui, je me souviens, quand j'étais jeune, on avait tout le temps la phrase « lui mène son père avec sa maison à 300 000 $. Aujourd'hui, puis 300 000 $, c'était comme la grosse maison. Mais là, c'est une maison bien normale, même quasiment moyenne là, maintenant, là, qui est bien ordinaire. Oui, c'est la même chose. Puis, cette logique-là se répercute aussi du côté des paliers d'imposition. On va dire, on va augmenter le palier d'imposition, c'est les plus riches, c'est pas grave. Mais là, ce qui arrive, c'est que, oui, on a de l'inflation. Oui, l'IPC ne représente pas l'importance réelle de l'inflation, mais les ajustements salariaux qu'on a là, annuellement, là, bon, pour ceux qui sont salariés, il y en a qui sont peut-être entrepreneurs, je ne sais pas, mais pour ceux qui sont salariés, quand on demande une augmentation, normalement, on va se fier sur quoi? On va se fier sur l'IPC. Mettons, l'IPC, c'était 2-3 %. On va essayer d'avoir 2-3 % pour conserver notre pouvoir d'achat. Même si, dans les faits, en termes réels, on perd année en année notre pouvoir d'achat. Parce que si ce n'était pas le cas, on serait quand même capable de s'acheter des maisons. Mais comme je l'ai montré, les revenus ne suivent pas les hausses de prix, finalement. Bon, bref. Voilà. Donc, ce qui arrive, c'est que nos salaires augmentent un petit peu à chaque année.
Mais les paliers d'imposition, eux, ils n'augmentent pas avec l'inflation. Ils restent pareils. Fait que là, tu as des gains dans ton salaire, puis maintenant, tu te rends compte, ben ouais, hein, je suis monté, je suis rendu dans le palier d'impôt supplémentaire, fait que je t'ai imposé plus. Puis ça, on l'a vu pendant la pandémie, il y a tellement eu d'inflation, donc l'IPC là, était beaucoup plus élevé, donc les augmentations de salaire étaient ajustées plus ou moins avec l'IPC. Puis le gouvernement a généré un niveau d'impôt record. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des augmentations de salaire et qui sont ramassés dans des braquettes d'impôts supérieures qui, elles, ne sont pas ajustées avec l'inflation. C'est ça, tu sais, ils l'ont pas modernisé dans le fond. Ben non, ou ils attendent vraiment longtemps avant de le faire, pour pouvoir engranger plus d'impôts sur le revenu. Fait que, tu sais, en tout cas, on parle des jeunes qui vont attendre l'héritage, mais oui, mais ils vont se faire bouffer une bonne partie de cet héritage-là par l'impôt. Puis, ben, c'est un peu le même principe qui s'applique aussi sur les salaires. Tu sais, mangeons les riches, OK, là, mais qu'est-ce que tu vas manger quand il n'y en aura plus de riches? Là? Parce que les riches, quand ils se font trop imposer, ils font quoi? Ils sacent le camp. C'est pas compliqué. Là. Au Canada, quand tu fais de l'argent, surtout au Canada anglais, là, mais tu t'en vas aux États-Unis. Je veux dire, la frontière. Mais il y a aussi, c'est parce qu'il faut comme arrêter aussi mettons, de politiser un peu ce débat-là, là, parce que ça devient très émotif, gauche-droite, puis tout ça, mais en même temps, il me semble que j'avais une bonne phrase à aller avec ça. Oui, c'est ça, c'est parce que ça stoppe un peu aussi à l'innovation, là, de s'innover, de se surpasser. Mettons que l'appât du gain, des fois, c'est ça qui motive le monde aussi à vouloir faire de l'argent, à créer de la richesse, tu sais. Puis ça, des fois, il ne faut pas l'oublier, là, parce que moi, maintenant, si je sais que hey, je peux avoir une promotion, mais ça va me coûter, je ne sais pas, 20 heures de plus par semaine. Puis là, je vais tomber dans une autre braquette à me faire plus imposer. Ben, tu fais, hey, m'amener. Ben non, ça ne me tente pas. Je préfère le statu quo. Tu sais, fait que. Tu sais, il faut réfléchir à ça. Il faut que, tu sais, la création de la richesse, c'est quelque chose, c'est important. C'est pas négatif à la base, là, tu sais. Oui, il y a des crosseurs. Oui, il y en a qui en profitent. Il y a des exemples qu'on peut aller chercher. Mais Chris, c'est pas la... Non, c'est pas mal, la recherche du profit. La cupidité, dans un certain sens, on l'est tous cupides. Donc, c'est juste normal. La paye du travailleur, c'est son salaire. La paye de l'entrepreneur, c'est le profit. Puis s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'entrepreneur. S'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'innovation. S'il n'y a pas d'innovation, on n'augmente pas notre niveau de vie. Donc, c'est clair que l'entrepreneuriat, c'est important. Puis probablement que c'est pas assez valorisé aussi au Québec. Là. Donc, c'est un enjeu. Là. Puis en même temps, au Québec, les charges fiscales, puis au Canada en général, il ne faut pas juste blâmer le Québec là-dedans non plus. Là. Les charges fiscales sont tellement élevées que c'est, comme tu l'as dit, c'est un désincitatif. Ça décourage à un certain sens le travail, ça décourage l'entrepreneuriat. Tu sais, la hausse du gain en capital, tu as eu des grandes entreprises qui ont conservé leur siège social au Canada, alors qu'ils auraient pu s'en aller aux États-Unis, notamment Shopify, qui a dit « ça n'a pas de bon sens ce que vous faites. C'est ridicule. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on s'en aille tous? Genre, ça n'a pas de sens ce que vous faites. » Heureusement, puis là-dessus, il faut quand même lancer, on n'en lance pas souvent des fleurs aux politiciens, là, mais mettons qu'on va le faire. Là. À Marc Carné qui a dit « ben là, on va enlever ça, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. » Donc, il a comme fait un espèce de recentrage du Parti libéral qui s'était transformé au courant des dernières années en NPD, mais avec les couleurs rouges. Là. Donc, il y a eu un recentrage, mais voilà. Donc, ça, c'est ça. C'est une autre affaire. Oui, les riches, ils vont en avoir. Puis le problème, là, c'est que la plupart des riches, on voit justement l'écart entre les riches et les pauvres se creuser. Là, puis on essaie de dire, c'est la faute du capitalisme, c'est le capitalisme qui crée tout ça. Ouais, ça fait 10 ans que Justin Trudeau est au pouvoir, il est crissement à gauche, tabarnak. C'est lui qui nous a mis dans cette hostie de marde-là, le tabarnak. Fait que de là à tout le temps pointer du doigt la droite, puis à leur chercher des poux, mais man, commencez donc par votre propre camp, câlisse, tu sais, puis en tout cas, là, tu sais... moi, j'analyse ça beaucoup plus au-delà de la gauche puis de la droite, parce que j'ai pas tendance à m'associer à aucun de ces... même s'il y a certains qui vont dire « Ah, mais Joe Finance, t'es biaisé, blablabla. » Des fois, j'arrive dans mes commentaires, puis je suis comme
Ben, on l'est tous biaisé, là, je suis désolé. Là. Si t'aimes pas mon opinion ou si t'aimes pas ce que je présente, ben, change de canal. Ouais. Ben, c'est tout à ton honneur, par exemple, d'essayer d'être le plus objectif possible. Moi, à chaque fois que du monde qui me dit ça, je fais comme, mais j'ai aucun devoir de neutralité. Non, absolument. Je me suis tout le temps dit comme le gars qui n'a pas de secondaire, qui essaye je sais pas, d'écouter du monde qui sont passionnés par quelque chose, puis ça peut passionner du monde en nous écoutant, ben c'est bien correct. Mais j'ai aucun devoir de neutralité, je suis pas journaliste, Non, mais j'irai pas jusqu'à dire non plus que je suis objectif, parce que c'est pas vrai. J'ai mes propres biais, je suis un humain, j'ai mes propres opinions. J'analyse les choses probablement d'une façon biaisée en fonction de mes schèmes de pensée. Je ne dirais pas que je suis objectif parce que ce serait probablement un mensonge de dire ça. Là. Mais au niveau politique, je ne m'associe pas à aucun camp politique. Je ne suis pas conservateur, je ne suis pas libéral. J'en ai rien à foutre de ça. Là, je ne veux pas nécessairement m'accoler à une étiquette politique. C'était plus ça que je voulais dire. Mm-hmm. Mais tu as raison dans le sens que gauche-droite, etc., la gauche est responsable, oui, mais c'est ça. Donc, comment est-ce que je dirais bien? Il va toujours avoir des enjeux politiques, puis ça ne sera jamais parfait. Puis la vraie solution n'est pas politique, comme je le disais en début de vidéo, elle est monétaire. Puis avant qu'on voit ça vraiment être instauré, on va être mort, probablement les deux. mais tu sais, quand je t'entends, tu dis elle est monétaire, ça me laisse l'impression que c'est une fatalité, on ne pourra pas s'en sortir. Là, fait que, y a-tu de quoi qu'on peut faire au point de vue politique pour être capable de sortir de là? Tu sais, le meilleur exemple, là, moi, je vais te donner un exemple. Récemment, aux États-Unis, là, il y a eu l'élection de Trump là, en fin d'année passée. Puis Elon Musk qui est embarqué dans la danse. Hein? Puis là, lui, Trump, c'est pas un gars de principe. Mais Elon Musk, c'est un gars que j'aurais tendance à dire que c'est un gars plus de principe. Lui, quand il y a une mission, il faut qu'il réussisse là, un peu. Donc lui, sa mission, c'était, moi, je m'en vais avec Donald Trump pour faire le ménage dans les finances publiques des États-Unis. Okay? Donc là, il a créé le DOGE, le Department of Government Efficiencies. Ouais. Puis, les dépenses fédérales du gouvernement, c'était 25% de son PIB dans les derniers jours de Biden. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'aux États-Unis, comme un peu partout, là, on l'a vu au Canada, d'ailleurs, il y a eu un rapport de, je pense que c'était l'Institut Fraser, qui expliquait la hausse, justement, des dépenses du gouvernement ici au Canada. La tendance, elle est à la hausse dans la plupart des pays. Il n'y a pas de pays vraiment qui réussissent à baisser ça. Puis, en fait, où je m'en allais avec tout ça, avec le Doge et Elon Musk, c'est que malgré tous ses efforts, malgré toute sa volonté, qu'est-ce qu'il a été capable de faire? Couper genre 150 milliards sur un budget de... c'est quoi le budget des États-Unis? C'est des milliers de milliards. Là. Ouais. C'est quoi? C'est 6 milliards le budget des États-Unis, une affaire de même. Là. Donc, c'est impossible. La force d'inertie est tellement grande que c'est impossible de faire un ménage au niveau politique. Même en Argentine, tu regardes en Argentine, c'est avec Milei. Donc, Javier Milei, qui lui, puis tu sais, l'Argentine, elle était dans le fond du tonneau, mon ami, c'était l'hyperinflation. Tu sais, on parle pas de l'inflation comme on a au Canada, c'est de la petite bière là, comparé à ce qu'il y avait là-bas. Là. On parle de des niveaux de 100% d'inflation par année, c'est hallucinant. Donc, le pays était dans le caniveau, là, carrément. Là. Puis ça, même avec ça, ça a tout pris pour qu'il élise quelqu'un qui avait comme ambition de changer le pays. Puis là, il est en train de le faire, ça fonctionne, tu sais, la croissance du pays est revenue, etc., etc. Puis lui, justement, parce que lui, il comprend le problème, je devrais pas dire ça, mais j'allais dire, il comprend le problème parce que c'est un économiste. Mais c'est pas parce que tu es économiste que tu comprends l'économie, c'est ça l'enjeu. Mettons que tu es médecin, puis c'est la seule profession où tu peux avoir tort toute ta carrière, puis quand même avoir un emploi. Dans le sens où... parce que tu fais des projections, c'est ça? Dans le sens que si tu es médecin, puis tu te trompes, ben, tu vas tuer du monde, fait que tu vas perdre ta job. Si tu es ingénieur, puis tu te trompes, les ponts vont tomber, tu vas perdre ta job aussi. Mais si tu es économiste, tu te trompes,
c'est pas grave, tu vas toujours trouver une place pour te faire embaucher. Bref, tout ça pour dire que lui, il est économiste, Javier Milei, puis il y a une analyse qui est une analyse économique qui est beaucoup plus justement monétaire, etc. Lui, il comprend ces enjeux-là. Puis dans son plan, c'était de se dire on va se débarrasser de la monnaie, je pense que c'est le pesos argentin finalement. On va se débarrasser de la monnaie nationale, comme ça on ne pourra plus l'imprimer. Puis on va adopter le dollar américain. Donc lui, son objectif, c'était ça. Là, je ne sais pas où il est rendu où avec tout ça, puis si c'est encore dans son plan. Là. Mais c'était ça, justement, c'est une tentative politique de résoudre un problème monétaire dans un pays, un problème d'inflation, etc. Puis même dans l'état où le pays était, je ne sais pas si ça va se faire. Donc, ça démontre là, la difficulté, le niveau de difficulté que représente le changement réel pour que les gens puissent conserver leur pouvoir d'achat, pour que les gens puissent épargner, pour qu'on cesse de voler leur temps, finalement. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Mais si on en revient avec le rapport, parce que le premier, dans le fond, qui avait parlé de ça, c'était Pierre Poilievre, tu sais. Ah, avant qu'on parle justement de Pierre Poilievre, il y a un autre point aussi, juste pour qu'on termine peut-être avec le rapport, c'était qu'il y a un autre point que je pense que c'est le point le plus épouvantable de ce rapport-là, c'est que ça fait en sorte que les interactions entre les groupes socio-économiques pourraient se réduire, limitant la circulation des opportunités. Tu sais, autrement dit, tu sais, ça confie chacun à l'intérieur de leur classe sociale, tu sais, fait qu'ils n'interagissent plus entre eux autres, qui pourraient créer des opportunités, tu sais, fait que chacun, tu sais, les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches, les moyens avec les moyens, puis ils se rejoignent plus entre eux autres, il n'y a plus de lien entre eux autres, c'est ça que ça disait. Puis là, je me rappelle un peu où je m'en allais avec tout ça, j'ai fait une grande parenthèse, c'est parti justement de ton rapport, mais là où je m'en allais, puis ça rejoint un peu ce que tu dis, là, dans le sens que on va avoir des classes sociales qui ne se parleront plus parce que ce problème-là va être exacerbé. Puis, on le voit déjà, là, justement, les différences de classe sociale. On a les riches, ultra riches qui s'enrichissent, puis on a le reste du monde qui, finalement, ça ne bouge pas bien. Mais la raison de ça, puis là, vous allez peut-être dire que c'est redondant, mais c'est parce que les riches, eux autres, ils ont plein d'actifs. Puis il se trouve que quand le gouvernement, là, il utilise l'endettement, puis il utilise l'inflation pour donner des services ou pour donner des bonbons à son électorat, ben, il exacerbe le problème, puis justement, ça crée de l'inflation, puis ceux qui ont des actifs, ben, ils s'en sortent mieux que ceux qui n'en ont pas. Hein. Ça donc, les atteint moins. Exactement. C'est pour ça qu'on a cette accélération de l'écart entre les riches et les pauvres. Puis le problème, ben, je veux dire, la solution, c'est pas de manger les riches. Là. Les riches, ils bénéficient seulement justement de cette augmentation d'influx monétaire parce que c'est l'effet cantillon qu'on appelle. Plus tu es proche du pouvoir, plus tu es proche de la presse à monnaie, plus tu t'enrichis. C'est pas pour rien que les institutions financières, les banques, c'est pas pour rien que aussi les institutions, le gouvernement bénéficie de ça beaucoup, ceux qui sont dans le gouvernement parce que ils s'endettent, après ça, ben, il y a plus d'embauches, après ça, ben, le gouvernement peut grossir, fait qu'eux, c'est un plus pour eux aussi. Mais plus tu es près de la presse à monnaie, plus tu profites de l'inflation. Puis c'est ce qui fait que ces gens-là qui ont des actifs ou qui sont près du pouvoir, ben, puissent continuer de s'enrichir alors que le reste de la population, quand le dollar est rendu à leur niveau, là, il ne vaut plus grand-chose, là, autrement dit. C'est quand tu es le premier à recevoir le chèque là, ou à recevoir l'argent qui découle de l'endettement qui a été monétisé, mais c'est super parce que tu dépenses des unités monétaires qui valent autant que celles qui existent déjà. Mais à mesure que cette unité monétaire-là se propage dans l'économie ou se transporte dans l'économie, ben elle perd de plus en plus de valeur. Parce que, tu sais, maintenant, c'est beau, là, moi, j'achète, mettons, un pain. Là, tu sais, j'ai de l'argent qui est arrivé de nulle part que j'ai reçu d'un chèque de PCU. T'sais. Bon, mais c'est super. J'achète un pain. Fait que là, mon pain, je le paye le même prix qu'il était le jour d'avant, pas un problème. Mais là, après ça, il y en a d'autres qui arrivent en arrière de moi qui achètent un pain. Fait que là, le boulanger dit, voyons, comment ça, je vends des pains de même, moi, là? Fait que là, après ça, ben là, lui, il faut qu'il achète plus de farine, plus de trucs, Fait que là, tu sais, dans toute la chaîne des prix, finalement, tous les prix augmentent. Fait que quand tu es le premier à recevoir l'argent, c'est sûr que tu t'enrichis plus que les autres. Fait que ça, c'est aussi le phénomène. Puis ça peut amener justement au fait que
as une espèce de cloisonnement, c'est-à-dire que là, tu as les hyper riches, puis tu as le reste de la population qui c'est du pain et des cercles, là, finalement. Là. Donc, le gouvernement nous paye les Kings de Los Angeles à Québec, puis on est bien contents. Mhm. Fait que, Ouais, je comprends. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand Pierre Poilievre, il parlait de ce rapport-là, tu sais, d'Horizon 2040, là, tu sais, lui, c'est sûr, tu sais, c'était durant la campagne électorale, tu sais, fait que les politiciens, ils vont le mettre à leur sauce, là, tu sais, fait que lui, il voyait ça de façon, tu sais, apocalyptique, là, tu sais. Mais il y avait-tu tort? Il y avait-tu raison? Tu sais, ben, tu moi, de sais, la je veux façon, dire, il a juste boosté ça, ces stéroïdes, mais il y avait quand même raison dans ce qu'il disait, tu sais. ben, c'est sûr que quand tu es politicien, tout ce que tu peux t'accrocher, tu vas t'accrocher, là, tu sais, si ça te Ouais. permet justement de mousser un peu ton programme politique. Y avait-tu raison de monter ça en épingle et de dire que c'est la fin du monde qui s'annonçait? Honnêtement, tu sais, je veux dire, on le voit, là, ça s'en va pas en s'améliorant. Puis Mhm. même si ça avait été Pierre Poilievre qui aurait été au pouvoir, euh, c'est juste un autre politicien. Peut-être que ça aurait ralenti. Tu sais, le mieux qu'on peut faire au niveau de la politique, c'est ralentir l'inévitable. Là, Ouais. ça a l'air fataliste, mon affaire, là. Mais je veux dire, prenez un livre d'histoire puis regardez l'histoire de la monnaie. Toutes les monnaies fiduciaires ont fini par s'écraser. C'est une question de temps. Évidemment, ce ne sera pas l'année prochaine ou peut-être même pas dans 10 ans. Ça peut prendre encore des dizaines d'années, mais c'est inévitable. C'est un phénomène, c'est un fait historique. Ray Dalio, il a écrit un livre là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez même écouter la vidéo sur YouTube là, qui explique un peu comment comment fonctionnent à travers l'histoire les systèmes monétaires, puis comment les systèmes monétaires fiduciaires finissent tout le temps par Comment ça s'effondrer. s'appelle, cette vidéo-là? C'est Changing World Order, quelque chose comme ça, là, Ray OK. Dalio. C'est en OK. anglais, mais vous pouvez sûrement mettre des sous-titres en français. Là. Fait que, Ouais. tu sais, y avait-tu raison de monter ça en épingle? Non, non, mais moi, ma Honnêtement, question, c'était pas de le dire de cette façon-là, mais de parler que c'est épouvantable, ce rapport-là. Tu sais. Moi, c'était plus ça la question. Tu sais. ben, le rapport n'est pas de temps épouvantable, c'est-à-dire que à un moment donné, regarder la réalité en face, c'est bon aussi. Là, puis le rapport, je pense que c'est un scénario qui est plausible. Ça veut-tu dire que c'est ça qui va arriver? Je sais pas. Mhm. Quelqu'un d'autre pourrait écrire un autre rapport et dire que en 2040, ça va être le Canada, ça va être le plus beau pays du monde, puis ça va être la paix, puis les licornes, puis tout. Fait que, il faut prendre ça un peu avec des pincettes aussi, là. Mais Ouais. je trouve que c'est un bon indicateur. Malgré tout, c'est un bon indicateur de la trajectoire. C'est vers ça qu'on s'en va. Est-ce que ça va être exactement comme ça? Bon, là, chacun peut donner son opinion là-dessus. Là. Ouais. Puis tu dis que c'est inévitable que la monnaie, elle va Moi, je pense que s'écraser. Oui, oui, oui. Mais comme je vous dis, c'est sur le temps long. Là. Je dis, c'est pas demain Ouais, ouais. matin, c'est pas dans 10 ans. À Mais long oui, terme, là. Ouais. à long terme, c'est sur le temps long, c'est inévitable. C'est inévitable. Inévitable. Toutes les monnaies fiduciaires finissent par mourir. Puis, c'est vers ça qu'on s'en va. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est comme j'avais déjà eu quelqu'un en interview qui m'avait dit le bateau coule. Si vous n'avez pas de veste de sauvetage, c'est le temps de vous en trouver une. Là, Ah ouais. donc, c'est ça. Ça sonne un peu catastrophiste, mon affaire. Là. Ben, fataliste aussi. Fataliste, Ouais. effectivement, peut-être un peu même dépressif, là, dans un certain sens. Donc, Dramatique. j'essaie de le dire avec un sourire au moins, peut-être que les gens vont être moins découragés. Mais tu sais, comment dire? Tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je lis là-dessus, je reste au fait un peu des déroulements des choses, j'essaie de voir un peu la vision de qu'est-ce qui se passe. Je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. Tu sais, quand t'as fini de travailler, tu arrives chez vous, tu assis sur le divan, tu te mets un podcast un peu comme le tien, ou Ouais. tu écoutes une demi-vidéo peut-être, ou tu te mets un Netflix ou je ne sais quoi. Tu sais, ça ne te tente pas nécessairement de te poser des questions sur OK, comment le système monétaire fonctionne, puis est-ce que tout va bien? Tu sais? C'est Ouais. pour ça que je suis peut-être un peu fataliste, je suis peut-être un peu dépressif, catastrophiste, mais c'est parce que je passe beaucoup de temps à lire là-dessus, à m'informer sur ce qui se passe. Puis, en fonction de ma lecture des choses, je ne vois pas comment on pourrait renverser la situation. Comment on pourrait comment dire, ressusciter la monnaie pour qu'elle redevienne ce qu'elle devrait être. Mhm. C'est-à-dire un réservoir de valeur qui nous permet d'épargner sans avoir, hein, comme je le disais tout à l'heure, essayer de devenir un boursicoteur pour investir, puis pas qu'on se fasse carrément dilapider notre pouvoir d'achat.
au courant de quelques années. Donc, en tout cas, voilà, c'est un peu mon opinion de la chose, là. Donc, oui, le rapport semble pointer vers la trajectoire de où le pays s'en va, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça lorsqu'on sera en 2040, exactement, là, finalement. À quel point qu'on peut mettre le rôle de Justin Trudeau qui est responsable de ça, tu sais, parce que ça fait comme, tu sais, je l'avais dit tout à l'heure, tu sais, il a quand même été fucking 9 ans au pouvoir, là. Ouais, ça allait relativement bien économiquement quand il s'est fait passer le pouvoir, tu sais, fait que à quel point qu'il est responsable de ça? Justin Trudeau, je dirais que ça a été comme un accélérateur un peu, là, c'est-à-dire qu'il a accéléré, puis il a même renversé certaines tendances. Faut aussi le dire, là, je veux dire. Moi, c'est un peu ironique. J'avais fait une vidéo là-dessus, puis j'avais écrit un texte, je pense. Le legs de Justin Trudeau. Ouais, l'héritage de Justin Trudeau. L'héritage, l'affaire de même. Ouais. J'avais écouté son discours d'adieu, appelons-le comme ça, peu importe. Le discours où pas son discours d'adieu, mais le discours où il annonçait là, finalement qu'il partait, là, parce que là, ça ne marchait plus. Là, son parti politique s'est reviré contre lui. Puis là, tout le monde, c'était devenu la peste un peu, Justin Trudeau. Ah ouais, c'est que ça qui mérite. C'est que ça qui mérite, le sacrament. Moi, j'ai écouté son discours, mais je ne l'ai pas entendu, mais j'étais trop occupé à faire « Yes, sir! Yes, tu démissionnes! » Ouais, c'est ça. Des fois, la politique, c'est crasse. Là. Les têtes roulent assez vite. Là. En tout cas, bref, je n'ai pas nécessairement de compassion pour Justin Trudeau, mais peu importe. Donc, dans son discours, il s'est fait poser la question, c'est quoi, tu sais, votre plus grande réalisation? De quoi vous êtes le plus fier? Ouais. Là, j'étais comme, OK, je vais écouter ce qu'il va dire. T'sais. Là, il me dit que sa plus grande réalisation, c'est le travail que j'ai fait pour aider la classe moyenne. Là, je suis comme, hey, tabarnouche. Tu sais, après ça, j'ai dit, OK, on va regarder, voir l'état de la classe moyenne, l'état des Canadiens de face. Quand on parle de la classe moyenne, on parle du Canadien moyen essentiellement. Fait que j'ai dit, OK, bilan de Justin Trudeau, on va regarder ça point par point. Bon, les Canadiens, ils veulent travailler, ils veulent un job. OK, taux de chômage. Justin Trudeau s'en va, le taux de chômage, il est au même niveau que où il était quand il est parti. C'est-à-dire que quand il est arrivé, ça a baissé un peu, puis après, là, ça a recommencé à monter. Donc, il n'y a pas eu vraiment de gain de ce côté-là. Après ça, la participation à l'emploi, c'est la même chose. Les gens qui sont en âge de travailler, qui ont un job, ça n'a pas bougé. Donc, on n'a pas plus de Canadiens, finalement, qui sont au travail. PIB par habitant, c'est désastreux ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc, le PIB par habitant, c'est le PIB total, donc la valeur de la production canadienne, là, ce qu'on produit en termes économiques au Canada, divisé par le nombre d'habitants. Donc, essentiellement, si l'économie, c'est un gâteau, c'est la grosseur de la pointe que chaque Canadien reçoit, essentiellement. Là, c'est théorique, là, mais c'est un bon indicateur de niveau de vie. Normalement, plus le PIB par habitant est élevé, ben, plus les habitants de ce pays-là ont un niveau de vie élevé. Ce n'est pas le seul indicateur, mais on peut assez bien corréler le niveau de vie avec le PIB par habitant. Donc, le PIB par habitant sur Justin Trudeau, il a chuté continuellement. Donc, c'est dû à deux choses. La croissance économique qui n'était pas tant là, puis l'augmentation pharaonique de la population. Ça fait que l'économie, le gâteau, il grossit quasiment pas. Tu as plus de monde autour qui en mange. Ben, théoriquement, ça veut dire que le niveau de vie de chaque personne autour du gâteau va baisser. Donc ça, c'est un autre leg de Justin Trudeau qui n'est pas tant reluisant, merci. Productivité au pays. On n'est plus productif au Canada, on a un enjeu. Donc, la valeur qu'on crée par heure travaillée à l'échelle du pays, on ne suit plus. Les États-Unis nous ont dépassés là, comme ça, alors qu'avant, on était collés avec les États-Unis. Quand Justin Trudeau est arrivé, une nouvelle tendance, productivité au pays, on l'a échappé total. La croissance de l'intervention de l'État, tantôt tu le mentionnais, là, donc le ratio dépenses gouvernementales par rapport au PIB. Donc ça a augmenté. Donc plus l'État est interventionniste, plus l'État est centralisateur, normalement, plus la croissance économique va être famélique parce que le gouvernement, malheureusement, ne crée pas de richesse. Donc, un autre enjeu, explosion des déficits, on l'a vu. Déficit sur Justin Trudeau, on n'a pas eu aucun budget équilibré. Il disait avant de se faire élire, inquiétez-vous pas, là, on va faire des déficits pendant 2-3 ans, puis après ça, ben, la croissance économique va faire qu'on va être capable de rééquilibrer le budget. Je me rappelle, on l'a vu à plusieurs reprises, là,
les extraits de Stephen Harper qui dit en débat en 2015, écoutez pas ce gars-là, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Puis, tu sais, après 10 ans, ben, il avait raison, là, tu sais, puis les gens, ils l'ont pas élu, mais en même temps, tu sais, est-ce qu'on peut blâmer les électeurs? Il y avait, tu sais, beaucoup de changements, tu sais quoi, là, souvent, c'est ça, là. Les élections, c'est un concours un peu de popularité. Bon, l'immigration, ça a eu des conséquences. Tantôt, on en parlait sur l'immobilier, mais pas juste ça, sur les services aussi. À Montréal, dans certains quartiers, les écoles sont pleines. Après ça, le coût, là, ça a un coût là, sur les finances publiques du Québec, là, les immigrés, Roxham, puis tout ça, le monde qui rentre de façon illégale. Maintenant, ce monde-là, le gouvernement, il les laisse pas dans la rue, là, il leur donne des aides au logement, il les met dans les hôtels, il leur donne de la bouffe, telle affaire, telle affaire. Ça a un coût, cette affaire-là. Là, donc, oui, ça met une pression folle sur les services. C'est sûr. Puis après ça, le Québec demande au fédéral de donner de l'argent. Puis le fédéral pour compenser, ouais, c'est ça. Tu vois, je sais pas. Là, en tout cas, bref, ça a eu aussi un impact. L'immobilier, c'est sous Justin Trudeau que ça a décollé, là, vraiment la crise immobilière. Ça fait partie aussi de son legs. Tu sais, quand il dit le travail que j'ai fait pour la classe moyenne, ben, je m'excuse, là, mais au niveau de l'immobilier, la classe moyenne est dans une bien pire situation qu'elle était avant que tu arrives au pouvoir. Puis le dernier point que je dirais, c'est la sécurité au pays, les crimes. Puis ça, c'est... Moi, quand j'ai vu ça, j'en croyais pas mes yeux. Tu regardes le graphique, les crimes violents, puis les crimes... je pense que c'était les crimes non violents aussi. Là. Tu vois la chute à partir fin des années 90... tu vois le graphique, ça baisse jusqu'à 2015. Puis à partir de 2016, les deux lignes, boum, repartent en montant. Donc, il y a beaucoup plus de crimes, que ce soit des crimes violents ou non violents au Canada pendant l'ère Trudeau. Fait qu'est-ce qu'il y a vraiment aidé la classe moyenne? Personnellement, en fonction des données que j'ai regardées, pas vraiment. Ouais. Le Canada n'est pas dans une meilleure place. Là, ouais. Mais moi, j'avais reçu un gars que c'est un agent correctionnel. Il a passé sa vie à Donnacona, fait que c'est tous les crimes, dans le fond, les plus graves, meurtres et ainsi de suite. Puis lui, il a passé un bon 20-25 ans, là. Puis il me l'a dit là, que sous Justin Trudeau, là, c'est épouvantable, là, comment que ça l'a augmenté, puis comment que sa job est devenue plus difficile, parce qu'il voit les prisonniers comme des patients à réhabiliter, là, mais par exemple, il dit tes grandes théories, c'est pas en prison que ça va se passer. C'est pas là que le monde va avoir leur épiphanie, puis se réveiller, puis tout ça. Là, fait que, bref, c'est ça. Fait que, le laxisme de Justin Trudeau, avec des lois, avec entre autres, on l'a vu beaucoup avec les peines minimales obligatoires, qui a enlevé ça. Qui est entre autres, en résumé, qu'on appelle les peines Netflix, fait que genre, tu te fais pogner à voler des chars puis à des affaires de même, il te donne une tape sur les doigts puis il va t'en faire ta peine à la maison, là, puis là, le monde... Moi, j'avais vu une vidéo. Ouais. Je pense que c'était comme à Toronto, est-ce que je te coupe, mais l'anecdote est quand même drôle. Évidemment, l'anecdote, ça veut pas dire que ça représente la totalité de la situation, mais le gars s'était fait arrêter, puis c'était la police de Peel, fait que c'est comme dans la région de Toronto, je pense. Le gars s'était fait arrêter pour vol de voiture. Il est allé au palais de justice pour comparaître, puis quand il est sorti du palais de justice, il a volé un char dans le parking, puis il s'est fait pogner par après. Fait que, tu sais, c'est un peu, c'est un foutoir, finalement, là. C'est ça. Donc, au niveau des crimes, c'est ça, tu l'as mentionné, ils ont peut-être des théories qui fonctionnent, mais qui fonctionnent en salle de classe ou je ne sais quoi, là, en salle de réunion, mais effectivement, tu commets un crime, il faut qu'il y ait quand même une conséquence à ça, là. Faut qu'il y ait un désincitatif à commettre des crimes. Évidemment, c'est pas tout, parce que tu regardes des pays comme les États-Unis qui ils ont encore dans certains États la peine de mort, etc. Puis ça suffit pas pour diminuer le crime, mais c'est un élément parmi d'autres qui participe justement à diminuer le crime.
relâcher les gens après qu'ils aient payé une caution ou je ne sais quoi. Ça dépend du crime que tu as commis. Mais des fois, c'est pas bonne affaire non plus à faire. Fait que ça, entre autres, c'est ça. Fait que c'est ça le leg de Justin Trudeau. C'est l'analyse que t'en fais. Moi, c'est mon analyse. On peut être en accord, on peut être en désaccord. Chacun va avoir son analyse. La mienne est là. J'avais fait une vidéo là-dessus, comme j'ai mentionné tantôt. J'avais écrit un article qui, malheureusement, c'est pas un leg qui est très, très, très reluisant à mon sens. C'est ça. Donc, en tout cas, Justin, bonnes vacances. Oui, c'est ça. Hein? Puis, avant qu'on se laisse, parce que là, tu sais, moi, je voulais te parler un peu du côté américain, mais, gars, si ça te tente, je te réinviterai pour qu'on en parle, parce que je vais finir avec les questions qu'il y a du Canada, comme ça, tu reviendras pour du bord américain, là, tu sais, parce que tu avais sorti une vidéo qui parlait le mensonge de Mark Carney. Tu disais un plus pour l'économie. Oui. Tu sais, j'aurais aimé ça que tu m'en parles parce que, tu sais, évidemment, j'ai pas pu regarder toutes tes vidéos. Fait que je vais. Oui, je peux t'en parler, il n'y a pas de problème. Ouais, merci. Là, des fois, je reçois des commentaires comme Ah, ton titre, tu veux juste avoir des clics ou je ne sais quoi. Écoutez, là, moi, là, je suis un peu malgré moi, j'essaie de faire de l'information, mais dans un certain sens, je suis aussi dans le mode divertissement. T'sais. Fait qu'il faut créer une petite image, puis il faut créer un titre qui attire l'œil, qui va inciter les gens à. Évidemment, j'essaie de ne pas être, de pas être malhonnête dans la façon dont je fais mes titres, mais il faut que ça soit quand même attrayant. Bon, voilà. Je fais la même affaire, mon gars. Écoute, si j'appelle mes vidéos, je vous explique les tarifs. Il n'y a personne qui va cliquer. Il faut que tu sois le plus être capable de capter l'attention le plus facilement avec un titre accrocheur, mais tout en restant honnête, et pas prendre le monde pour des caves non plus. Mais c'est tout un art faire ça. C'est pas évident, là. C'est pas évident. C'est pour ça que je fais mon introduction de cette façon-là, parce que ça peut paraître le mensonge de Marc Carney. OK, Marc Carney, c'est un menteur. Ben, c'est un politicien. Là. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est un menteur nécessairement, mais en fait, ce que je dis dans la deuxième partie, est-ce que c'est bon pour le Canada? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Remise en contexte, dans cette vidéo-là, je dis, en fait, c'était par rapport au rapport de Oxford Economics qui avait été publié il y a quelques semaines, là, qui disait qu'essentiellement, en catimini, le gouvernement canadien avait retiré une bonne partie des tarifs qui avaient été imposés là, en rétaliation, donc des tarifs de rétorsion contre les tarifs américains. Donc, on se rappelle, le gouvernement avait dit OK, moi, je vais mettre des tarifs sur telle affaire. C'était comme 150 milliards, je pense, de biens qui sont achetés des États-Unis sur lesquels le Canada avait mis des tarifs. Puis là, on se rappelle de Marc Carney aussi en campagne électorale. Il y avait une surenchère entre les politiciens. Là. Qui allait être le plus grand monsieur Canada? Marc Carney, Pierre Poilievre. Moi, je vais faire dollar pour dollar, on va se battre pour le Canada. Il y avait Doug Ford aussi. Doug Ford aussi, mais tu sais, Doug Ford n'était pas en campagne électorale. Mais mais il jouait Monsieur Canada, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il a été en Ontario un peu juste avant, là. Mais c'est ça, c'était vraiment une bataille, tu sais, Poilievre, on va dire, parce que Jack Metzing n'a jamais vraiment été dans la course. Donc, Poilievre puis Carney, qui allait être Monsieur Canada, celui qui allait, tu sais, comme être le chien qui j'appelle plus fort, contre les États-Unis. Donc là, tout le monde, on s'annonçait, ça annonçait vraiment une guerre commerciale intense. C'était comme, même que Marc Carney m'a dit dans un reportage à Radio-Canada, disait, je n'écarte pas couper l'électricité ou des affaires de même, là, complètement hallucinante. Là. Puis, il arrive au pouvoir. Donc là, Marc Carney a son chapeau de politicien pendant la campagne électorale. Okay, on se bat contre les États-Unis, on met des contre-tarifs, etc. Puis d'ailleurs, à plusieurs reprises, il est comme sorti de la campagne pour faire ces annonces-là, dire OK, le Canada met des tarifs sur telle affaire. Bon, campagne électorale se termine, Marc Carney est élu. Alors là, il est premier ministre. Mais en même temps que devenir premier ministre, il met un peu son chapeau d'économiste, hein, parce que Marc Carney, c'est un économiste. Il connaît l'économie, il connaît les conséquences que peuvent avoir des tarifs, conséquences assez désastreuses. Puis en catimini, justement, il enlève une bonne partie des tarifs qui avaient été imposés précédemment, sans tambour ni trompette. Là, ça n'a pas été annoncé vraiment nulle part. Je peux-tu faire une pause? Parce que moi, c'est parce qu'on dirait que le monde ne catch pas. Quand tu dis, pas que toi, là, mais quand le politicien dit on va mettre des tarifs, mais les tarifs sont appliqués
oui, à l'étranger, mais c'est nous qui en subissons les conséquences de ça, tu sais. En fait, non, c'est ça. Mais c'est un bon point. Merci. Parce que le monde n'a pas l'air de comprendre ça. Tu sais, c'est comme, mettons, là, exemple, mettons, c'est ça, les Américains nous mettent des tarifs. Puis là, on se dit, bon, on va mettre un tarif sur tout ce qui est le jus d'orange qui vient de Floride. C'est ça. Mais tu sais, c'est le jus d'orange qu'on achète au Canada qui vient de la Floride qui va coûter plus cher. C'est le Canadien qui paye ça. Tu sais, il y en a, ils n'ont pas l'air de comprendre ça, puis ils veulent, comme mettons, se bomber le torse, puis faire comme on va leur en donner des tarifs. Ouais, mais gros cave, c'est toi qui vas le payer, là. Exact. Fais attention, choisis exactement sois très précis chirurgical dans où tu vas mettre des tarifs là, pour pas. Déjà là, il y a le monde, ils n'ont pas l'air d'un fois de comprendre ça. Là, non, puis je suis super content que toi, tu l'aies compris parce que tu as raison. Puis Donald Trump a été élu là-dessus aussi. Là. Donc, les Américains qui ont voté pour lui n'ont pas trop compris non plus. Bref, ça, ce sera pour une autre vidéo, comme tu as dit plus tôt. Là, mais oui, effectivement, les tarifs sont payés par le pays qui les impose. Ils ne sont pas payés à l'étranger. Là. Donc, petite rectification, mais grosso modo, tu comprends exactement ce que c'est les tarifs. C'est-à-dire que quand Marc Carnier dit OK, tarif sur le jus d'orange, ben là, ce qui arrive, c'est que l'importateur de jus d'orange, mettons l'Aube, là, j'en ai aucune idée, lui, il importe pour 100 000 $ de jus d'orange. Donc là, le jus d'orange arrive à la frontière, il reçoit une facture, tarif de 25 %. Fait que son jus d'orange, qui normalement, il aurait payé 100 000, il coûte 125 000. Il faut qu'il paye la taxe à la frontière pour pouvoir avoir son jus d'orange. Mais là, ça lui coûte 25 000 $ de plus de jus d'orange. Là. Quand il arrive dans l'étalage à l'épicerie, là, le jus d'orange, il sera plus 5 $ la canne. Il va être, je sais pas, moi, 6, 7, 8 $ en fonction des marges, en fonction des ajustements. T'sais, si c'est une entreprise qui fait beaucoup de profit, elle va peut-être vouloir absorber un petit peu le tarif parce qu'elle ne veut pas perdre ses consommateurs, etc., etc. Donc, évidemment, c'est pas parce qu'il y a un tarif de 25 % sur le jus d'orange que le jus d'orange va augmenter de 25 % dans l'allée d'épicerie. Là. Il y a un jeu d'absorption, de à qui on repasse le coût, etc., etc. Mais bref, c'est le Canadien, c'est le Québécois qui va se rendre à l'Aube-là pour acheter son jus d'orange, qui va le payer le tarif. Donc, est-ce que ça nous aide dans un contexte économique où les États-Unis nous font très mal? Parce que 20 % de nos exportations, c'est-à-dire que nos exportations aux États-Unis représentent 20 % de notre PIB. Donc, tu as des industries qui ont de la difficulté, qui potentiellement vont faire des mises à pied. Tu as une économie qui est en train de ralentir. Puis en plus, c'est comme si tu augmentais les taxes. Ça n'a aucun sens. La meilleure réaction au tarif, ça je l'ai dit ad nauseam dans mes vidéos, c'est de rien faire. Parce que ça. Le pays qui t'impose des tarifs, il les impose à lui-même. Les États-Unis qui nous imposent des tarifs, c'est eux les caves. Dans le fond, on exporte de l'aluminium, ils sont dépendants à 60-70 % de notre aluminium, puis ils s'imposent un tarif de 50 % dessus. Mais je suis désolé, mais demain matin, les États-Unis ne seront pas capables de construire des alumineries. Là. Ça va être long. Là. Donald Trump va probablement être parti, les tarifs vont tomber, puis il n'y aura rien qui va avoir ressorti de ça. Bref, la façon, moi, que je vois ça, là, je m'excuse de te couper encore, là, c'est, c'est pas exactement ça, mais de l'imaginer de façon un peu funnée, c'est comme si, mettons, je sais pas, quelqu'un arrivait, puis, on va dire Donald Trump, il se tire dans le pied, puis il est comme « Ah! » Puis là, t'as juste Carney qui fait comme « Ouais, moi, tout, je suis capable de me tirer dans le pied. » Puis là, c'est celui qui se tire le plus dans le pied. Puis là, le monde l'encourage. « Ouais, c'est nous autres qui est capable d'en prendre le plus. » C'est un Mais c'est vraiment bon. C'est une belle analogie du humoriste, honnêtement. Là. C'est vraiment fort. Ça ressemble un peu à ça, effectivement. Donald Trump se tire dans le pied, puis là, nous autres, on est à côté. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire dans le pied, nous autres aussi. Ouais, la population demande ça. Là. On va répondre, on va se tirer dans le pied, nous autres aussi. Mais c'est ça qui est hallucinant. Puis c'est pour ça que Marc Carney l'a fait en catimini, qu'il ne l'a pas annoncé. Il a dit, ils veulent des tarifs, mais moi, je suis économiste, puis je sais que c'est complètement cave. Fait qu'on va en enlever une partie. Puis après ça, tu as eu le gouvernement, parce que ça a sorti dans les médias, c'est Bloomberg qui a rapporté ça. Puis là, tu as eu François-Philippe Champagne, qui est, je sais pas, je suis rendu ministre de quoi, là. Bref. Finance, je pense. Je pense que oui, tu as raison, il y a eu une promotion. Avant, il était comme à l'industrie ou je sais pas quoi. Là. Fait que, en tout cas, lui, il a dit « Ah non, c'est pas vrai, les tarifs restent sur à peu près 70 % des biens, blablabla. »
En tout cas, fait que là, qui croire l'analyse d'économistes indépendants à Oxford Economics ou gouvernement? En tout cas, moi, j'ai un peu un biais envers Oxford Economics, mais peu importe. Donc, Marc Carney qui s'est dit, ben là, je vais mettre mon chapeau d'économiste, ben, je vais enlever certains tarifs. Puis là, dans cette vidéo-là, j'explique que, hey, c'est une bonne affaire qu'il ait fait ça, honnêtement. Donc, son mensonge blanc, là, donc finalement, il l'a pas annoncé, finalement. Pendant toute la campagne, il nous disait qu'il allait être un dur à cuire envers les États-Unis, puis là, finalement, il enlève des tarifs. Ben, c'est une bonne affaire. Parce que, comme on vient d'expliquer, les tarifs, c'est nous qui les payons. Donc, moins on en a, mieux c'est. Puis, ben, là, en tout cas, j'ai vu tantôt qu'il préparait une réponse tarifaire parce que Donald Trump a augmenté les tarifs de 25 à 50 sur l'acier et l'aluminium. Donc là, ils vont en imposer d'autres. Mais tu sais, honnêtement, ils devraient juste rien faire. Ouais. Tu fais rien. Ben tu sais, en même temps, tu sais, c'est ça, tu sais, quand je dis chirurgical, c'est ça, c'est, mettons, de cibler vraiment des industries que on a déjà ici, tu sais, fait que, mettons, tu sais, je sais pas si tu mets des tarifs sur, je sais pas, on va dire du jus d'orange pour en revenir à ça, mais nous autres, on fait du bon jus d'orange ici, fait que, tu sais, ça va favoriser le marché local, fait que, oui, tu sais, on pourrait être comme plus gagnant de même ou... Ben, ça fait peut-être moins mal, mais ça fait mal quand même, tu sais, parce que si on importe des États-Unis, c'est parce que c'est moins cher qu'ici. Si c'était moins cher ici, on ne l'importerait pas. Là. Donc, ça veut dire qu'on va quand même payer plus cher ici parce qu'on n'aura pas la capacité pour répondre à la demande. Donc, les prix vont monter. Ou la seule alternative, le seul substitut qu'on va avoir, c'est ce qui est produit ici à prix plus cher. Donc, d'une façon ou d'une autre, la logique est bonne de dire, OK, on va cibler le jus d'orange parce que ça va faire mal à la Floride. Puis la Floride, c'est un État républicain qui est important pour Donald Trump. Ouais, donc, c'est ça. On met des tarifs sur le jus d'orange. OK, mais là, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu te dis, ouais, les gens, ils vont trouver des produits substituts. Au lieu d'acheter du jus d'orange, ils vont acheter, je sais pas moi, du jus de pomme. Ouais. OK, peut-être, là. Sauf que tu oublie pas que le jus d'orange, il n'est pas juste acheté à l'épicerie. Là. Il rentre dans la production de d'autres produits pour certaines entreprises. Donc là, tu augmentes le coût de production de certaines entreprises canadiennes qui se retrouvent défavorisées parce que tu réponds à Donald Trump en pensant cibler stratégiquement ou de façon chirurgicale certains biens qui sont importés des États-Unis. Donc, il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est soit le consommateur, ça finit toujours par être le consommateur, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui payent de ça. Puis que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu as une entreprise qui fait des smoothies au jus d'orange. Puis il se trouve qu'il vient d'augmenter ton jus d'orange de 25%. Ben, ta business, ça marche plus parce que là, ton jus d'orange, ton smoothie, il coûte trop cher. Puis c'est l'autre, ton compétiteur, qui lui faisait des smoothies aux fraises, qui est rendu, qui fait plus d'argent que toi. Donc là, soit que tu fais des tu vas couper dans tes dépenses. Ouais, mais là, c'est ça. Soit tu vas comme fermer ta business parce que ça marche plus, ou soit tu vas, mettons, mettre des employés à la porte, peu importe. Mais là, ils vont te dire, ouais, mais tu as juste à vendre des smoothies aux fraises. Ouais, mais là, ça veut dire que, OK, il faut que je fasse des investissements pour changer ma production pour une affaire qui est tellement incertain, ça peut tomber dans 2 semaines. C'est ça. Il y a cet enjeu-là aussi, là, tu sais, en tout cas. Ben oui. C'est là qu'on voit que c'est compliqué, estimant ces affaires-là. Hey, mais c'est pour ça qu'on t'a invité, estimant. Ben, merci beaucoup. Gabriel Fortin, man, c'était vraiment super intéressant de t'avoir. Puis comme je t'ai dit, si t'as aimé l'expérience, tu reviendras, mon gars, parce que j'ai vraiment adoré ça. J'espère que le monde va avoir autant de plaisir à écouter que moi, j'en ai eu à te recevoir. Merci beaucoup, pour vrai. C'est super apprécié. Ouais, mais je suis super content d'avoir fait partie de ton podcast. Puis, sans problème, là, donc quand ça donnera, on se reprendra. Puis peut-être qu'on parlera justement de ce qui se passe plutôt du côté des États-Unis, la chose qu'on n'a pas eu le temps de faire dans ce podcast-là. Donc, merci de l'invitation. Puis au plaisir, cher ami. Ça fait super plaisir, mon gars. Puis je le répète à tout le monde, c'est ça, tu as ta propre chaîne YouTube, Joe Finance, Joe avec un S. Ouais, JOS Finance, FINANCE. Puis tu écris aussi ça, des articles sur le site Internet Les Affaires aussi, j'ai remarqué. C'est ça, Les Affaires. Donc, si vous voulez lire mes textes, vous avez juste à écrire Les Affaires Joe Finance sur Google, puis ça va sortir. Donc, ça s'appelle L'entrefilet de Joe Finance. J'écris, bon, c'est pas très régulier mon affaire, là, mais à tous les 3-4 mois, je lance un texte là, habituellement. Donc, c'est bien correct. Puis si on veut te suivre, c'est quoi les plateformes? Donc, Twitter, je suis juste là-dessus finalement. Donc, Twitter puis YouTube. Donc, Twitter, c'est
Joe Finance, OG, donc OG. Parce que le prix Joe Finance, donc j'ai pas eu le choix de rajouter quelque chose à faire. Donc, Joe Finance OG sur Twitter. OK, tu m'enverras le lien, je vais le mettre dans la description YouTube. Puis pourquoi Joe Finance? C'est-tu pour Joe connaissant ou un affaire? Non, ça, je me suis fait poser la question quand j'ai participé à une entrevue avec Babu là, à la radio. Là. Il m'a dit pourquoi Joe Finance? C'est quoi le rapport? Ben, c'est un peu ridicule, là, mais c'est parce que, en fait, de ma génération, là, je ne sais plus si c'est le cas pour les générations plus jeunes de Québécois, on avait toujours plusieurs noms, puis dans nos seconds prénoms, on avait souvent Joseph. Là. Fait que finalement, on est comme tous des Joe. Puis je dis Joe Finance. Ah, OK. J'ai parti ça de même. Là, donc, OK. Puis, t'as pas de formation là-dedans? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que ça, je tiens à le préciser. Là. En fait, moi, ce que je partage, c'est mon opinion personnelle. Je suis pas économiste, je suis pas rien. Je suis juste un Joe. Fait que c'est pour ça aussi que je m'appelle Joe Finance. Je suis rien qu'un Joe. Je suis un gars bien normal qui a un intérêt pour ces sujets-là, qui fait des lectures, qui s'informe, peu importe, qui forme son opinion, puis après, qui la partage sur Internet. Donc, faut accorder la crédibilité que vous voulez à ce que je dis, là. Les gens semblent apprécier parce que j'ai quelques abonnés, mais sinon, je suis pas un expert, comme les gens le disent. On va le dire même. T'es mon gars, parce que tu dis quelques abonnés. Je suis allé checker ta chaîne. T'es rendu à 45 000. Fait que félicitations, pour vrai. Puis c'est le fun de voir que ta chaîne elle monte, puis tu continues avec un beau succès. Fait que, bref, sur ça, je te souhaite un beau succès. Puis merci beaucoup. Puis je suis convaincu qu'on va se revoir, mon gars. Fait que, c'est ça, oui, puis je vais continuer à dire, par exemple, un gros merci à procafetière.ca, puis à mes commanditaires, Bellucci, c'est super apprécié, faut pas que je les oublie, ces calices-là, ou sinon mon chumé va me le rappeler. Fait que, bref, encore une fois, gros merci, Joe, d'être venu sur le podcast, puis à la prochaine, tout le monde. Salut! Merci!